part. Alors, l'enregistrement est maintenant démarré. Startons ça. Premièrement, les présentations, je tiens à vous dire, souhaiter la bienvenue au Club Delta Québec, club de slalom depuis d'innombrables années. Je ne sais pas combien de temps, je n'ai jamais calculé, mais ça roulait dans les années 80 puis ça roulait avant ça. Fait que faites le calcul, là, ça fait quand même plus de 40 ans que ça roule. Je dirais même peut-être plus que 50. Je vais essayer de faire le calcul à un moment donné, juste pour être sûr. Ce soir, moi, David Mercier, ça va être moi qui va commencer la présentation. À peu près à mi-présentation, on va switcher. Ça va être Anto qui va prendre la POC, Anthony Nadeau-Poulain, que sa caméra est ouverte aussi. Tu vois, c'est cool le chat parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit que le club a commencé en 1974. Ça, c'est way avant ma naissance, là. Fait que je suis vieux, mais tu vois, le club est encore plus vieux que moi. Fait que merci, Oli, pour les stats. Ça, c'est le fun d'avoir des anciens qui sont dans le club parce qu'on est capable d'avoir ces stats-là. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Premièrement, on va voir c'est quoi le slalom, à quoi ça ressemble, c'est quoi le but de l'activité, comment ça fonctionne, c'est quoi les règlements, qu'est-ce que ça prend pour participer. On va répondre à une couple de questions techniques sur le langage, qu'est-ce que ça prend comme casque, c'est quoi les termes utilisés, etc., etc., etc. On va faire le tour de toutes ces règles-là. Anto, lui, tant qu'à lui, va parler, entre autres, de quelques notions de pilotage, etc. Qu'est-ce que j'oublie, Anto? Je ne connais pas ton horaire par cœur. Là, mais... En fait, ça va être surtout la partie Pilot Duty, préparation de la voiture puis l'équipement à avoir quand on veut se préparer correctement à une journée de slalom. Le côté technique de pilotage va plus venir à la partie pratique avec les coachs samedi au fond. Génial. On start ça. Merci beaucoup tout le monde d'être là. J'imagine que vous voyez mon écran avec la slide Autoslalom Club Delta Québec. C'est bien le cas? Yep, numéro 1. Parfait, c'est parti. Je ne surveillerai pas en temps réel le chat. Fait que si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser la question. Je vais plutôt suivre les slides, question de bien faire ma job. Puis, fait que je compte sur vous autres pour lever la main si jamais il y a quelque chose. Ça marche? Alors, hey, allons-y. David, Yes. regarder où je suis. Comment t'as dit ça? Regarde où je suis. Ah, c'est quoi qu'il y a en arrière? On dirait les douanes. Non, tu as un poste à gaz. C'est à gaz, voisin. À Montmagny? Ah oui, j'ai reconnu. Ben oui. Ah, c'est drôle. OK, on start ça. Les présentations, je l'ai dit tantôt, Anthony Nadeau-Poulain avec sa non-rutilante, parce qu'on s'est fait dire que rutilante, c'était réservé pour la couleur rouge. Alors, sa non-rutilante BMW M3 blanche. À côté, c'est moi, le petit bleu en Miata. Donc, Anthony et David, c'est vos deux autres pour la soirée. Comme je disais, n'hésitez pas à nous couper la parole au besoin. What the heck? C'est quoi le slalom? Ce que vous voyez là, c'est une mer de cônes. Ils appellent ça en anglais The Sea of Cones. Ça représente bien c'est quoi le slalom. En fait, ça, c'est une partie de tracé officiel de slalom. Puis, j'en conviens que vite comme ça, quand on ne sait pas c'est quoi, ça peut être intimidant. Mais vous allez voir, c'est le fun en sacrement. Le but ce soir, c'est de vous faire découvrir c'est quoi les règles, etc. Puis de mieux comprendre c'est quoi qu'on voit présentement à l'écran. On a une école pratique qui a lieu ce samedi à l'Autodrome Montmagny. Puis, on attend les gens à partir de 8 heures. Il faut être inscrit. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes sur notre site web, clubdelta.org, dans la section événements. À noter que vous avez deux choix. Soit vous prenez un membership au coût de 60 un membership qui est valide pour toute la saison, puis l'école est gratuite, ou vous ne prenez pas le membership, mais vous payez l'école 60 Dans tous les cas, ça coûte 60 60 Pour les nouveaux. Pour les nouveaux. Pour les nouveaux. Ceux que ça fait 2 ans et moins, parce que le membership à 60 qui donne l'école gratuite, c'est pour ceux que ça fait 2 ans ou moins qui font l'école. Tu as bien raison, parce qu'après 2 ans, l'école n'est pas gratuite à l'achat du membership. Tu as bien raison, merci de le mentionner. Donc, on attend les gens à partir de 8 heures. Ça dure toute la journée jusqu'à 4 heures, un peu 4 heures-ish, 4h30 à peu près. Puis, on divise la journée en plusieurs parties. Donc, l'avant-midi, on la passe à travailler des stations spécifiques. On divise le tracé en 5 stations. Puis là, à chaque 25 minutes, on passe de station en station avec les voitures pour pratiquer cette station-là. Puis, sur l'heure du midi, bon, on prend le temps de dîner, tout le monde apporte son lunch, on dîne. Puis après le dîner, on enlève, du moins, on connecte chacune de ces stations-là ensemble, puis on fait un tracé complet d'autoslalom qu'on fait à quelques reprises à la vitesse de votre choix, évidemment. Le but, c'est tout le temps d'aller plus vite. C'est un peu le format qu'on prend pour samedi. Oui, Delphine.
Sur Facebook, il était écrit que l'arrivée était à partir de 7 heures. Fait que je sais pas si juste pour confirmer si c'est vraiment la bonne information ou si c'est C'est 8 heures. c'est le fun que tu suives et que tu lises l'information. Je trouve ça vraiment cool. 7 heures, en fait, c'est l'heure à laquelle on rouvre le site pour les organisateurs. Puis je vais valider l'info sur le site web parce qu'effectivement, les membres, ceux qui viennent participer, c'est plus vers 8 heures qu'on vous attend. À noter que sur les pistes de course au Québec, la majeure partie des pistes de course, on ne peut pas commencer les activités automobiles avant 10 heures par respect au voisinage. Donc, ça ne nous sert à rien. Comme ce n'est pas un événement officiel et qu'on n'a pas beaucoup de préparation à faire, du moins nous, on en a, mais vous, en tant que participant, vous en avez un peu moins. On ne demande pas d'arriver très tôt. Donc, arriver à 8 heures, c'est très suffisant pour ce qu'on a à faire comme préparation jusqu'à 10 heures. Donc, merci pour le commentaire. Alors, ça fait le tour pas mal pour qu'est-ce qu'on fait ce samedi. La soirée de ce soir, ça a deux buts. Un, de vous préparer pour samedi, que vous ayez un peu plus d'informations puis être bien préparé, mais aussi pour vous éduquer sur c'est quoi l'autoslalom si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse dans le futur. À noter que si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais que vous ne pouvez pas venir samedi ou que vous n'êtes pas certain, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment dans la saison. C'est juste un peu plus tough parce que l'écart à la moyenne des gens va être plus grand, parce que ceux qui viennent de commencer vont avoir pris l'expérience. Mais ça se fait très bien. Il n'y a aucun problème parce qu'en réalité, le slalom, c'est on se bat contre nous-mêmes. On ne se compétitionne pas contre les autres. Évidemment, on se compare. On finit tout le temps par se comparer, mais le but, c'est d'améliorer ses propres temps à soi. J'aime beaucoup cette image-là parce que pourquoi c'est une image qui va un peu en contradiction avec ce que les gens pensent de l'autoslalom. Vous l'avez vu tantôt, moi, je chauffe une petite Miata, c'est une petite voiture super agile. Ça, c'est une grosse bagnole, la Mustang. Puis souvent, les gens disent ah, les grosses bagnoles, c'est pas le place en slalom. C'est faux. On a une classe dédiée juste pour ces grosses bagnoles-là, que ce soit des Mustangs, des Camaro, etc. Puis on a une classe dédiée à ça, puis on a plusieurs membres qui participent dans ces classes-là. Évidemment, quand on construit les tracés, on en tient compte. On y reviendra plus tard. L'objectif du slalom, c'est quoi l'objectif? Le but, c'est de partir d'une ligne d'arrivée puis d'aller au stop le plus rapidement possible en respectant le tracé parce qu'on met des obstacles qui sont représentés par des cônes. Donc, le but, c'est de faire ce tracé-là le plus rapidement possible. Combien de temps ça dure un tracé? Quelque part entre 55 secondes puis 75 secondes. Habituellement, ça joue là-dedans. Et dans un même événement, on va avoir des gens qui vont le faire en 58, puis d'autres qui vont le faire en 78. Puis c'est correct, ça fait partie de la game, dans le sens qu'il y en a qui ont des voitures hyper modifiées, qui réussissent à le faire vite. Il y en a d'autres qui ont des voitures très stock ou qui ont moins d'expérience puis qui vont plus mollo. Et c'est très correct. C'est ça le but du sport, c'est chacun y va à son calibre. Une personne à la fois sur le tracé. Donc, on lance une voiture, la personne s'élance, puis quand elle est rendue à peu près à moitié du tracé, puis que c'est sécuritaire, on lance la deuxième, ainsi de suite, jusqu'à temps que tout le monde ait fini de faire leur première run. Il y a plusieurs runs comme ça dans la journée, évidemment, vous comprendrez. Et on a un système de pointage. Donc, quelqu'un qui frappe un cône, on va voir tantôt c'est quoi les pénalités, on lui donne 2 secondes de pénalité. Ça veut dire que si tu as fait la run en 60 secondes, bien, au final, ça va être 62 parce que tu as frappé un cône. Il existe plusieurs types de pénalités, on va les voir tantôt, mais grosso modo, on vient de donner la base. Un cône, 2 secondes de pénalité. Il existe aussi des hors-parcours. Par exemple, on fait le tracé, puis on doit passer à droite d'un cône. Au lieu de passer à droite, on passe à gauche. On n'a pas respecté le tracé. C'est un hors-parcours. Dans ce temps-là, l'essai est annulé, le temps ne compte pas. Parce qu'on se le rappelle, le slalom, oui, c'est pour le plaisir, mais c'est aussi une compétition en même temps. Il y en a qui vont pour le plaisir puis juste s'amuser d'apprendre à conduire leur voiture à haute vitesse en situation d'évitement d'obstacles. Et il y en a d'autres qui vont là vraiment pour la compétition. Donc, l'essai est manqué, ce n'est pas de chronomètre. Donc, si on avait, mettons, 6 runs à faire, ben là, il va y en avoir juste 5 qui vont compter. Normalement, dans une journée, on fait 6 runs chronométrés plus 2 fun runs. Vous allez dire, hein, c'est pas beaucoup. Attendez un peu de le vivre. Il faut le vivre pour comprendre c'est quoi. C'est 1 minute et demie très, 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 très intense. Puis le temps de s'en remettre, puis de se faire un plan de match de comment je vais attaquer la prochaine. Il y a une alternance aussi entre le temps qu'on fait sur la piste et le temps qu'on fait à être, appelons ça juge de ligne. Nous autres, on appelle ça dans notre langage des pylon duty. Donc, il y a 2 rôles, ceux qui roulent puis ceux qui surveillent le tracé. Parce que quand quelqu'un frappe un cône, il faut aller replacer le cône. Il faut caler la pénalité au CB, etc. Puis ça, tout le long du tracé. Fait qu'on divise souvent les groupes en 2, les gens en 2. Des fois même 3 groupes. On appelle ça aussi des vagues.
Donc, quand on a 2 vagues, il y en a une qui roule, puis il y en a une qui fait du pylon duty. Puis là, après 3 essais, on inverse. L'autre groupe fait ses 3 essais. Après ça, on dîne. Après ça, on recommence l'après-midi. Puis souvent, au lieu d'en faire 3 l'après-midi, on en fait des fois 4, puis des fois 5. Ça dépend de comment le temps se déroule, mais souvent, on réussit à en faire 4 ou 5 dans l'après-midi, ce qui est très apprécié. Tout ce qui dépasse 6 runs, on appelle ça des fun runs, ça ne compte pas pour le championnat. Puis souvent, c'est là que le monde font leur meilleur temps parce que la pression baisse un peu, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Question jusqu'à maintenant. Christy, c'est clair. On continue. Je pense que j'irais juste rajouter, au fond, un bon mindset à avoir avec le slalom pour les nouveaux, tout ça, c'est de voir ça, parce que comme David disait, des fois, il y a du monde 6 essais, ah, me semble que c'est pas tant beaucoup, mais ultimement, c'est une discipline où est-ce qu'on cherche à avoir le mindset de s'adapter à une mise en situation qui est genre qu'on n'a pas expérimenté au préalable. C'est pas comme dire je m'en vais faire du lapping tous les jeudis soirs à Montmagny, ben, d'ici la fin de l'été, je vais à faire ça parce que je refais constamment le même parcours. Chaque événement, c'est un parcours différent. Donc, chaque événement, ça se rapproche un peu de la vibe rallye, si on veut, de comme on a une nouvelle mise en situation, comment je fais pour optimiser mon pilotage puis faire un bon temps avec ce qui m'est donné cette journée-là. Puis c'est vraiment ça où est-ce que ça tombe intéressant. C'est un combat de soi-même avec sa voiture face à un parcours, face à des chronos. Puis c'est vraiment là le challenge de comment on est capable de s'adapter rapidement à un parcours X qui est donné, genre. Et tu l'as mentionné, le fait que le parcours soit changeant à chaque événement, c'est là le défi. Parce que, en fait, moi, je vois ça souvent comme des obstacles sur la route. Hein. Il y a un dindon qui sort, il y a un chevreuil. Peut-être trouver ça drôle, mais en fait, c'est les mêmes réflexes. Hein. C'est exactement la même chose. On arrive face à un obstacle, il faut l'éviter. Qu'est-ce que je fais? Mais là, je ne roule pas 30 km/h. Des fois, dans un parcours de slalom, on roule 98 km/h. Et 98 km/h, quand il faut éviter un dindon, il faut avoir des bons réflexes. Surtout quand il y a un chevreuil qui arrive tout de suite après. Bon, moi, c'est de même que je le visualise, là, j'aime bien ça. Mais bref, vous verrez par vous-même. Souvent, les obstacles arrivent particulièrement vite. Une journée typique, ça ressemble à quoi? Le raton laveur était quelle couleur? Ah, il y en avait 2 puis 3. En fait, il y en avait 3, j'en ai frappé 2. Ça a coûté 4 500 $. Mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai pas réussi à toutes les éviter. Je dois être pas assez bon slalom, ça doit être ça. C'est une autre anecdote, je pourrais vous la conter une autre fois. Journée typique. On arrive entre 7 et 9 heures, idéalement plus tôt que 7. Plus proche de 7 que de 9 parce qu'on a quand même un peu de préparation. Puis là, je ne fais pas référence à l'école, je fais référence surtout à un événement standard. L'école, on vous l'a dit, arriver à 8 heures, ça devrait être suffisant. Donc, entre 7 et 9, c'est l'arrivée puis l'enregistrement. Les gens montrent le tracé, les organisateurs sont arrivés à l'avance, etc. Donc, ça, c'est pour la première étape. À 8h30, souvent, on rouvre le tracé pour la marche. La marche du tracé, c'est une étape particulièrement importante parce que c'est là que ça nous permet de voir c'est quoi les distances entre les différents obstacles. C'est quoi les obstacles? C'est quoi qu'on a monté comme tracé? On a le droit de le marcher. Marcher à pied. En fait, on peut prendre une trottinette, on peut prendre un vélo, tout ce qui est à propulsion humaine. Tout ce qui est à propulsion électrique est interdit. Électrique ou motorisé ou quoi que ce soit, ça, on ne le permet pas. Pourquoi? Ça donne un avantage considérable de pouvoir faire le tracé à haute vitesse. Donc, tout ce qui est électrique, on essaie de l'éviter. À 9h30, une partie importante et obligatoire, c'est le driver's meeting. C'est là qu'on va donner les consignes de sécurité, qu'on va rappeler à qui est dans quel groupe commence en pylon duty, quel groupe commence à rouler, puis les spécificités de la journée. Merci. 10h, lancement de la première voiture, donc la première vague qui roule. Ils commencent avec leurs 3 essais. Habituellement, vers 11h, on fait le switch des deux. Donc, ceux qui roulaient s'en vont dans le champ. Ceux qui étaient dans le champ, pylon duty, s'en viennent rouler. Puis, souvent, vers midi, on a fini à peu près. Puis là, on dîne. On prend souvent entre 45 minutes, 1 heure de dîner, dépendamment de comment va le timing. Puis en après-midi, on recommence exactement la même chose, comme je disais tantôt. Des 3 essais plus des fun runs. À 16h, on ramasse. À 16h30, on fait une remise des prix. J'en parle ici, la remise des prix, parce qu'il y a souvent des nouveaux qui ne restent pas jusqu'à la remise des prix. Et on a des prix pour les nouveaux aussi. On a un championnat des nouveaux. Donc, ça vaut la peine de rester. Je vous rappelle de ne pas hésiter à m'interrompre si vous voulez de l'information supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mes talents de dessinateur. Vous pouvez voir qu'on a un start. La voiture, elle s'en va dans cette direction-là. La ligne des chronos des starts qu'il ne faut pas dépasser au départ. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est là et qui vous fait signe de « attends là ». Quand il agite le drapeau vert, c'est parti.
Vous passez au travers de la cellule de chronomètre. On a des vrais chronomètres. Donc, quand vous passez au travers de la cellule, votre temps démarre. On s'en va, on fait des obstacles. Et là, c'est là qu'on va parler des obstacles un peu plus. Ça ici, j'ai mis 3 cônes, il y aurait pu en avoir 8. Une série de cônes, un en arrière de l'autre, on va le voir un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle une échelle. Il faut passer à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, etc. Donc, c'est exactement ce que notre bagnole fait. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ici, on voit qu'il y a 2 cônes debout. Puis, il y en a un qui est couché. J'ai un autre diapo qui l'explique mieux tantôt. Là. Il y a un cône qui est couché et qui pointe d'un côté. On le voit, lui, ici, là, il pointe par là. Donc, c'est une porte pointée, donc on passe du côté du pointeur. Que le pointeur pointe, du moins. Encore une fois, je vous le rappelle, il y a un autre slide qui est plus clair après ça. Ici, on a une porte simple, du moins un cône, suivi de corridors. Donc, un corridor à gauche, un autre corridor à droite, une autre gate. Une gate ou une porte, c'est la même chose. Là. Je vous rappelle que chacun des cônes accrochés, je déparle aujourd'hui, vaut 2 secondes de pénalité. Souvent, on se permet de rajouter des murs. C'est une série de cônes qui nous empêche d'aller quelque part. Donc, on appelle ça un mur. Encore des portes, mais ça, c'est une porte spéciale de finish. C'est là que la cellule de chronomètre arrête votre temps. Et on a à la fin ce qu'on appelle une stop box. C'est là où est-ce que vous devez arrêter votre voiture, arrêter complètement les 4 roues, arrêter. Quand on met une stop box, en fait, on en met très souvent. La règle est que vous devez arrêter complètement les 4 roues, sans quoi on élimine votre temps. Pourquoi on fait ça? Parce que souvent, les gens qui se préparent puis le start, bien, ils doivent circuler, dépasser la stop box. Et on veut s'assurer de la sécurité. Donc, on demande aux gens de complètement immobiliser le véhicule dans la stop box. Grossièrement, on vient de voir c'est quoi un tracé d'autoslalom avec quelques obstacles. Évidemment, on les fait plus longs que ça. Vous comprendrez. Les fameux obstacles, on en parle un peu. Bon, on a parlé tantôt des portes. Ça, c'en est une. Une porte, une gate ou whatever ce que vous entendez qui fait référence à une porte, c'est exactement ça. 2 cônes, il faut passer entre les 2. Ici, ce qu'on a à droite, c'est une porte pointée. Donc, on a 2 cônes qui sont debout, puis un cône qui est couché, qui pointe vers la droite. Ça veut dire qu'il faut passer à droite. Des fois, on va avoir des cônes qui sont pointés et non pas une porte. Là, c'est une porte parce qu'il y en a 2, il faut passer entre les 2, c'est évident. Et si on enlève le cône de droite, ça devient seulement un cône pointé. Ça ajoute une clarification comme de quoi, oui, ce cône-là, c'est un obstacle et il faut passer à sa droite. Le challenge en slalom, ou du moins quand on est nouveau, c'est d'avancer à une vitesse considérable, puis de lire le tracé en même temps qu'on avance. Donc, imaginez que vous êtes en fond de 2e ou en début de 3e vitesse. On commence déjà à avoir une bonne vitesse. Puis là, au fur et à mesure que vous franchissez les obstacles, il y en a un autre qui apparaît. Puis il faut que vous compreniez puis que vous fassiez l'action d'aller du bon côté à la bonne vitesse pour ne pas perdre le char. Ou du moins en ne perdant pas de temps parce que vous n'allez pas assez vite. Le but, c'est de devenir bon à lire le tracé d'avance. Donc, c'est là la difficulté quand on est débutant. D'autres obstacles. On a parlé ici des cônes en ligne droite. Ça s'appelle une échelle. Et là, c'est une échelle pointée. Ça veut dire que le premier cône nous indique de quel côté il faut commencer l'échelle. On pourrait enlever le pointage puis laisser une échelle qu'on appelle optionnelle. Donc là, vous avez le choix de la commencer à droite ou de la commencer à gauche, à votre choix. Souvent, ce qui va décider de quel bord on commence, ça va dépendre de la sortie. Comment il faut se placer pour le prochain obstacle d'après. Et ça, c'est là que l'expérience rentre en ligne de compte. Ici, on appelle ça une Chicago box. Donc, 3 côtés fermés avec un petit mur sur le 4e côté. Il faut rentrer d'un côté, sortir de l'autre. Souvent, la façon la plus optimale de passer dans une Chicago box, c'est de faire un V. Donc, on rentre d'un bord, on fait un 90, puis on ressort de l'autre. Ça se passe en une fraction de seconde. Un pilote habitué qui sait comment bien prendre une Chicago box, il ne reste pas longtemps dans une Chicago box. Ça peut paraître difficile comme ça, mais on n'a pas besoin d'arrêter la voiture. Souvent, un petit coup de frein en pivotant, là, puis la voiture est placée, puis on repart de l'autre côté. Ça se fait quand même assez vite. La grosse difficulté, pas accrocher ce cône-là, pas accrocher ce cône-là. Ça, c'est la grosse difficulté des Chicago box. Ou du moins, l'autre difficulté, c'est de trouver le point de freinage, parce que si on veut être optimal, bien, on freine ici, mais il faut freiner assez fort pour être capable de tourner. Donc, comment freiner pour optimiser cette distance-là, pour être capable de retourner au bon moment? Souvent, c'est ça la difficulté. Ici, on a ce qu'on appelle un sweeper.
On en fait des fois, mais ça, on voit ça souvent dans les sites plus grands, comme sur les aéroports, des choses comme ça. Ils font des longs sweepers. Nous autres, les pistes, c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils sont plus étroites. On en fait des fois. D'ailleurs, à Montmagny, la sortie du corkscrew en haut, souvent, on fait des sweepers dans ce coin-là. On se garde une certaine gêne parce qu'il y a quand même des murs de béton dans ce coin-là. Ceci étant dit, on se permet d'en faire de façon sécuritaire. Les portes, comme on parlait, pas les portes, pardon, les corridors, comme on parlait tantôt. Ça aussi, c'est un obstacle qui est très intéressant. Des fois, il y a des voitures qui sont assez agiles, qui réussissent à les faire en ligne droite. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans le cas, il faut avancer dans le corridor, se tasser, refaire le corridor, puis des fois, il y en a un troisième aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle des corridors. Avant de rentrer dans les pénalités, j'aimerais savoir si vous avez des questions. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je suis rentré assez rapidement dans le vif du sujet. Vous avez peut-être des questions sur l'organisation totale de la journée. Allez-y. C'est juste que j'ai mal compris quand on fait le track walk au début, les choses motorisées ne sont pas permises, mais mettons une trottinette normale, c'est-tu permis? Une trottinette à pied, c'est permis. OK, ouais. C'est bon. Patin à roulette, vélo à propulsion humaine, Okay. Tout ce qui n'est pas motorisé, que ce soit électrique ou mécanique, habituellement, tu as le droit. Si tu veux être certain, contacte-nous et on va te répondre, mais d'habitude, tout ce que j'ai nommé là, qui est à propulsion humaine, c'est correct. Merci. D'autres questions? Oui, j'en avais une. Oui. On s'en revient un peu au début. Là. Tu avais parlé des informations pour les inscriptions. Ouais. J'ai l'impression que je me suis inscrit comme si j'étais un ancien. Genre, j'ai pris un numéro et j'ai payé 60 pièces. OK. Bien, en fait, probablement, tu as payé pour l'école au lieu de prendre ton membership. C'est ce que je comprends bien. Okay. Ben non, j'avais pris j'ai le numéro 75. J'avais ça en option. Là. C'est juste que je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. J'ai voulu m'inscrire pour ne pas rien manquer. OK. Puis, je sais que ça m'a coûté 60 pièces. Ben, en fait, est-ce que tu prévois venir à l'école de samedi? Samedi, ouais. Bon, ben parfait. Fait que, en partant, ça te coûte 60 pièces. Il faut juste savoir si on te l'applique comme étant un achat d'école ou si on te l'applique comme un membership pour le restant de l'année. Ouais, c'est en discutant ensemble qu'on va être capable de le déterminer, mais je me suis pris une note puis je vais checker après ce cours-ci. Même chose pour moi, David. La même chose. Parce qu'il y a Joël qui regarde en ce moment qui va aller vérifier ça. Super. Ben, je ne suis pas le chat, fait que je vous laisse checker ça avec le chat. Et c'est qui a dit moi aussi? Patrick Deschaines. Patrick Deschaines. Parfait. Il y aurait moi aussi. OK, fait que finalement, on a une coupe de... juste valider ça. C'est bien que vous le mentionnez, par exemple. C'est très bien. On va tout arranger ça. Ben oui, certain. Parce que c'est ça, j'avais comme David, dans le fond, j'ai fait l'inscription puis tout, puis mon char, il faut faire une inspection visuelle puis envoyer un formulaire. Oui. OK, c'est ça que j'ai pas fait. Oui. Mais ça, on peut le faire ensemble samedi matin, mais l'idéal, ce serait que tu l'aies fait d'avance. Ce serait l'idéal. Mais si tu ne comprends pas comment le site web marche, on peut le faire ensemble samedi. D'ailleurs, cette inspection-là, elle se fait une fois par saison. Puis un coup que tu l'as fait une fois, on prend pour acquis que s'il arrive quelque chose ou s'il y a quelque chose qui déroge, tu vas nous en faire part. OK. Non, tout devrait être beau. C'est juste au niveau du casque que j'ai pas. Que tu n'as pas de casque? Ben, j'ai des casques de motocross, hein, mais j'ai jamais eu de... Non, ça prend des casques avec des certifications spéciales. On en parle tantôt. Ceci étant dit, on en a quelques-uns à prêter. Le seul défaut, c'est que quand on en prête, mais qu'il y a plus de gens qui en ont besoin que de casques qu'on a, ben, il faut se les prêter dans le courant de la journée. Oui, c'est ça. Mais c'est un moindre mal pour essayer. Là. Avant d'en acheter un, ça vaut la peine. Ben, c'est ça, voir si j'aime vraiment. Ben, c'est sûr que je vais aimer ça, mais voir si j'aime. Voir si j'aime. On n'a pas de doute là-dessus. Non, c'est plus pour le niveau du bolide. Là. Genre, je mets beaucoup d'argent sur mon char et tout. Puis c'est un gars normalement qui frotte son char et qui va faire juste du drag puis ça finit là. Mais du lapping, ça m'intéresse. Je te garantis que du slalom, tu vas apprécier ça. Si tu fais du lapping, tu vas trouver le temps long parce que tu vas dire finalement, le slalom, il y a plus d'action un peu. Mais chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent le lapping. Mais souvent, les gens ils disent il manquait un petit quelque chose dans le lapping, je l'ai trouvé en slalom. On verra. D'autres questions avant que je continue? Oui. Vas-y, Marc-Antoine, je t'écoute. Quant à la préparation du véhicule, y a-t-il d'autres choses que l'inspection qui... Pas de fluide qui coule. Huile à break, huile à moteur, huile à transmission. Ça, on ne veut pas parce que ça abîme la traque.
Fait que si tu as une fuite de liquide quelconque, c'est non. Autrement, il y a un formulaire, le formulaire d'auto-inspection, il couvre pas mal tout. Il te demande de checker, mettons, les freins statiques. Les freins statiques, c'est, mettons, tu tiens ta pédale pendant 15 secondes, puis tu n'as pas le feeling que ta pédale elle descend tranquillement. Ça voudrait indiquer que tu as une fuite dans ton système de freinage. Elle valide, mettons, que ton attache de batterie est solide, parce qu'en slalom, fais-moi confiance, on brasse la voiture gauche-droite beaucoup. Il faut que ta batterie soit bien attachée. Est-ce que tes ceintures sont bien sécuritaires, bien attachées, etc.? La feuille a décrit tout ça. En remplissant le formulaire d'inspection technique, c'est une auto-inspection, ça veut dire que c'est chacun qui le fait pour soi, mais vous devez nous la faire parvenir ou nous l'apporter samedi. Puis, si tu passes au travers de cette liste-là, ta voiture est correcte. Parfait. Puis d'habitude, c'est assez basique, là, dans le sens que même si tu aurais des trous de rouille ou des affaires de même, tant que la voiture est solide, c'est correct. On vérifie la santé des freins, pas de liquide qui coule, la santé des ceintures de sécurité. J'oublie les autres points, là, il y en a une couple, là, mais bon. s'assurer que c'est sécuritaire. C'est bon, merci. N'importe quel bazou moindrement entretenu, d'habitude, il passe. D'autres questions? Finalement, ça a bien fait qu'on rouvre des questions tout de suite. Super, je continue. Je tiens à saluer J'ai peut-être une question rapide. Oui, vas-y, William. C'est Eric, c'est son père. Mon fils va avoir 16 ans au mois de mai, ce mois-ci. Il va avoir son permis probatoire. Est-ce qu'il va pouvoir participer à des événements un peu plus tard dans l'été? À partir de 16 ans, selon nos assurances, à partir de 16 ans, il a le droit d'embarquer sur la piste, permis ou non. Ceci étant dit, je ne te cacherai pas qu'on préfère avec permis au moins temporaire, parce que ça donne une certaine expérience supplémentaire. Mais ceci étant dit, si vous êtes là, permis ou non, à partir de 16 ans, il a le droit de participer. Ça, c'est ce que nos assurances nous permettent. Excellent. Moi, je le ferai aussi. OK, c'est bon. Merci. Super. Pour ton information, mes deux garçons, mon plus vieux a 18 ans, il a déjà participé déjà. Mon plus jeune a 16 ans, il vient d'avoir son permis temporaire, prévoit participer quelques fois cet été aussi. Donc, c'est tout à fait à propos. Puis, si vous voulez mon avis, c'est de loin la meilleure école pour apprendre à être sécuritaire sur la route parce qu'on teste les limites de la voiture bien en dehors de ce qu'on va réussir à faire sur la route. Après ça, on arrive sur la route puis on se rend compte que les choses arrivent beaucoup moins vite. On a eu l'habitude d'avoir des obstacles qui arrivent vite. Fait que passer à côté d'un obstacle sur la route, après ça, il n'y a rien là. C'est ce que je pensais pour avoir fait un peu d'autoslalom avant. Excellent. Génial. Merci. Plaisir. D'autres questions? Je vais enchaîner. Je tiens à saluer la personne qui s'appelle iPad. C'est un nom super original. Salut, iPad. Je continue. Pénalité ou pas? Qu'est-ce qu'une pénalité? C'est quoi qu'on parle? Quand on est dans le champ et qu'on fait notre pylon duty, on a un CB, ou du moins, il y en a quelques-uns qui ont des CB. On a ce qu'on appelle des stations. On divise le tracé en, mettons, 5, 6 ou 7 stations, puis on vous attribue une station. Fait qu'on dit, mettons, pour votre pylône, toi, Anthony Lacasse, tu vas être, mettons, à la station 4. Puis toi, Patrick Deschaines, tu vas être à la station 3. Puis au début de la journée, on vous donne un plan, puis on a bien identifié les sections. Puis là, on a mis une chaudière. Dans la chaudière, il y a un extincteur, il y a un CB, il y a des craies. Des craies, ça sert exactement à dessiner ce que vous voyez autour des cônes. Il y a quoi d'autre? Peu importe ce que vous trouvez dans la chaudière, tout ce que vous avez besoin de faire, un drapeau rouge. Ben oui, un drapeau rouge. Puis là, chaque chaudière est l'emplacement central d'une station. Fait que si vous allez à la station 3, vous checkez dans la section indiquée sur le tracé qu'on vous a donné, dessiné. Puis vous rendez là. Le premier qui arrive, vous prenez le CB, puis vous donnez comme responsable de la station, c'est vous qui faites les communications. Et là, il y a une voiture qui passe, elle frappe un cône. Bien là, ici, cette slide-là, elle sert à vous montrer c'est quoi une pénalité versus qu'est-ce qu'il n'y en a pas. La règle, c'est dès que le cône est debout et qu'il touche à son carré, comme celle-là ici, ou comme celle-là ici, le cône, il est debout et il touche au carré, ce n'est pas une pénalité. On replace le cône tout simplement, on n'en parle plus. Dans les deux premiers exemples, le cône est encore debout, mais il ne touche pas à la boîte qui est autour. La boîte, c'est dessiné avec de la craie. Hein? Donc, dès que ça ne touche pas, c'est une pénalité. Dès que le cône est tombé, qu'il touche ou pas, c'est une pénalité. La façon de l'appeler, chaque voiture a un numéro. Et votre travail en tant que pylon duty dans le champ,
c'est de spotter la voiture qui s'en vient, non pas celle qui s'en va, parce que celle qui peut être à risque pour votre sécurité, c'est celle qui s'en vient. Fait qu'on garde les yeux sur la voiture qui s'en vient, on spotte son numéro. Dans mon cas, c'est 18. Fait que vous voyez voiture 18 en approche. Vous voyez 18 qui pogne un cône. 18, il met un cône down. C'est comme le premier exemple. Bien là, ce que vous faites, vous savez que vous êtes à la station 3. Bien, vous prenez votre CB, vous dites station 3, voiture 18, un cône. Et vous attendez. On relâche le piton, puis on attend. Il y a quelqu'un au chrono qui va recevoir votre appel et qui va vous lancer la confirmation. Voiture 18, un cône confirmé. Un cône confirmé pour la voiture 18. Quelque chose comme ça. Là. Peu importe la phrase, il n'y a pas tout le monde qui dit de la même façon. Mais bref, vous allez recevoir une confirmation pour la pénalité que vous venez d'appeler. Tant que vous n'avez pas reçu de confirmation, ne prenez pas pour acquis que l'attente des chronos l'a comptabilisé. Fait que si après 10, 12, 15, 30 secondes, vous n'avez pas reçu de confirmation, on reprend le CB. Voiture 18, station 3, un cône, pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît? Et éventuellement, ils vont vous répondre. Et ça, c'est la façon d'appeler les pénalités. Je disais un commentaire intéressant tantôt sur quelle voiture regarder. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est la sécurité des gens. Votre plaisir, mais aussi la sécurité. Quand vous êtes dans le champ, il y a une couple de trucs qui sont interdits. Taponner sur son téléphone, prendre des chars en photo, en vidéo encore moins, courir tout nu sur la piste, interdit. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez en périphérie. On appelle ça dans le champ, ce n'est pas pour rien, parce que vous êtes dans le gazon. Vous regardez la voiture qui s'en vient, vous regardez si elle fait une pénalité, puis un coup qu'elle est passée, vous ne gardez pas vos yeux dessus, il y en a un autre qui s'en vient. Bien, pour votre sécurité, on regarde tout le temps la voiture qui s'en vient et non pas celle qui s'en va. Pas de cellulaire, pas d'appareil photo, pas de rien. On a des photographes officiels qui s'occupent de ça et qui sont dédiés à ça. Le but, c'est d'assurer votre sécurité, mais d'assurer aussi le plaisir de ceux qui roulent, parce qu'eux autres aussi ont payé et ont le droit d'avoir un tracé bien monté. Par exemple, Anthony vient de passer, puis il a accroché un cône, puis il est dans cet état-là. Ça vient, mettons, d'ouvrir une porte. Moi, je passe après, puis moi, je suis habitué de voir le tracé, puis je sais que le cône est un peu off, puis ça me donne un avantage de peut-être 0,1 seconde de passer à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas de cône. Bien, parce que la personne en pylon duty n'a pas fait sa job, moi, j'ai eu un avantage, puis j'ai battu Anthony. Il ne sera pas content. On s'entend, les nouveaux, ça ne change pas grand-chose dans votre vie souvent parce que vous avez de l'expérience à prendre. Mais ceux qui font de la compétition, comme Anto, qui finit souvent premier dans sa classe, voire même au classement général, ou moi qui essaye de faire ça, bien, c'est sûr qu'on va se battre sur des 0,1 secondes, c'est sûr. Fait que, le trophée, il est là, là. Le trophée du Delta, il est juste là derrière moi. Oui, le trophée est là. là. Vous voulez avoir, là. Fait que c'est ça. C'est ça la job des pylons duty. S'assurer que le tracé est bien monté, s'assurer que vous êtes en sécurité, puis s'assurer que vous calez les bonnes pénalités. Puis c'est correct de se tromper. On a le droit de prendre le CB et dire je viens de coller un compte de la voiture 18, je me suis trompé, finalement, il était bon. Vous attendez une confirmation aussi. C'est tout à fait correct. Au Club Delta, on n'est pas là, je m'excuse de l'expression, je vais être cru, mais je vais le dire comme je le pense, on n'est pas là pour faire chier le monde. On est là pour avoir du plaisir. On est là pour augmenter le plaisir de chacun. Puis à la gang, si on se donne toute cette mentalité-là, je vous garantis que tout le monde a du plaisir. Fait que c'est ça notre mentalité. Question sur les pénalités jusqu'à maintenant. Yes. Oui. Dans le fond, pénalité, moi, dans le fond, c'est plus sur le pylon d'outils. Vas-y. Dans le fond, le pylon d'outils doit replacer le compte entre chaque voiture. Entre chaque voiture. Ça veut dire que la voiture est passée. Quand tu juges que c'est sécuritaire, tu pars à la course, tu en vas chercher le compte, tu le remets à sa place, tu t'assures qu'il est bien dans sa boîte encadrée. Après ça, tu retournes à ta place, puis tu watches s'il n'y a pas une voiture qui s'en vient. Admettons. Bon, David, juste à dire, David, il y a une slide qui s'en vient, qu'on reparle pas mal point par point du pylon. C'est là que je prends le relais. Super. Fait que, on va en parler, mais juste pour compléter l'information, Benjamin, le but, c'est toujours la sécurité en premier. Et si jamais il y a quelque chose, une situation qui ne te permet pas de replacer le compte, c'est ta sécurité qui prévaut sur le circuit ou sur l'activité. Fait que tu as le droit de laisser un compte là ou un tracé défait en disant « j'ai pas eu le temps de le replacer », puis c'est correct. Il y a des mécanismes qui sont en place qui préviennent ça. Anto va en parler tantôt. Parfait, merci. Super. D'autres questions sur les pénalités? On va parler alors des drapeaux. Il existe différents drapeaux. Les plus communs, c'est le vert et le rouge. Je ne parle pas des autres, sérieusement, on n'a jamais vu d'autres.
Fait que, on va parler du vert, c'est le départ. Vous n'avez pas le droit de démarrer votre essai tant que le gars, au départ, ne vous a pas lancé le drapeau vert. Donc, si vous pensez qu'il est en train de se gratter le nez et que vous pensez que c'est un signal de go, ce n'est pas un go. Vous allez voir, c'est très clair. Le gars, il s'installe carrément en avant de votre char. Puis tant qu'il n'a pas agité le drapeau vert, vous ne pouvez pas y aller. Et d'ailleurs, si vous y allez malgré ça, on va vous avertir une fois. Mais si ça recommence une autre fois, on va être obligé de vous laisser aller parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des voitures qui partent n'importe quand. C'est trop dangereux pour les gens sur le tracé parce qu'il ne faut pas oublier, s'il y a quelqu'un qui a frappé un cône, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le replacer. Et si on lance les voitures trop vite, ça devient dangereux pour les gens en pylône. Et ça, on ne veut pas ça. Donc, le drapeau vert, c'est vraiment le départ. Le rouge, tant qu'à lui, c'est tout le monde sur le tracé qui l'a, tous les gens qui font du pylon duty. À chaque station, il y a un drapeau rouge. Et ça, quand vous voyez un drapeau rouge, vous avez l'obligation d'arrêter votre voiture là où est-ce que vous êtes. N'ayez pas peur de perdre votre run. On va vous en redonner une. On a ce qu'on appelle des reruns. À chaque fois qu'on a un drapeau rouge, tout le monde sur le tracé arrête, immobilise la voiture, puis attend les instructions des pylon duty. Et là, il y a quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un drapeau rouge, non seulement les gens autour de la piste agitent les drapeaux en continu jusqu'à temps que toutes les voitures soient immobilisées, mais il y a aussi quelqu'un qui prend le CB et qui dit « Station 3, drapeau rouge, station 3, drapeau rouge ». Et là, il y a quelqu'un qui va caler un arrêt des départs, par exemple, arrêter les départs. Mais dès qu'on entend un drapeau rouge, nous, c'est sûr qu'on ne lance plus de voiture. Le drapeau rouge, ça veut dire qu'il est arrivé quelque chose important assez pour dire qu'on arrête quelques minutes pour replacer tout ce qu'il faut replacer. Des fois, c'est simplement qu'on n'a pas eu le temps de placer des cônes. On va caler, arrêter les départs au CB sans nécessairement flaguer rouge parce que ceux qui ont commencé leur run, puis s'ils sont passés, ils peuvent continuer. Mais si, mettons, une voiture qui fait une sortie de piste, elle stalle là, puis ça lui prend du temps avant de se replacer, on va caler un drapeau rouge, c'est sûr. Quelqu'un, bon, on va parler des choses qui peuvent arriver, mais mettons, quelqu'un fait une sortie de piste, frappe un poteau. C'est plate, ça arrive des fois. Ça fait partie des risques du métier. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive une fois de temps en temps. Bien, à ce moment-là, on va coller un drapeau rouge. Le temps de déplacer la voiture, de remettre tout ça de propre, passer un coup de balai sur la piste, puis après ça, on va relancer les départs. À noter que ce ne sont pas les pylons duty qui décident quand on repart les départs, c'est tout le temps le responsable de la journée qui va parler avec le gars des départs, qui va parler avec tous les pylons au CB, puis qui va dire mais quelque chose comme on a fini de nettoyer la piste, on serait prêt à relancer les départs, puis là, il va vérifier chacun des pylons. Mettons, vérification des pylons, est-ce que pylon 1, vous êtes là? Oui, je suis là. Pylon 2, vous êtes là? Oui, tout est beau? Oui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peu importe le nombre de stations. Puis là, après ça, il va prendre le CV, il va dire OK, on lance les départs, soyez attentifs. Puis là, on va lancer les départs, puis ça va recommencer. Parlant juste de drapeau rouge, je vais en profiter juste pour vous dire comme les deux exemples qui arrivent vraiment le plus souvent. Tantôt, David parlait de la Chicago Box. Vous avez vu la boîte de quoi ça a l'air? Il y a beaucoup de cônes. Ouais, ça, ben, quelqu'un qui l'échappe là-dedans, c'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé de ramasser le mur du fond. C'est déjà arrivé du monde qui font 180 là-dedans. Ben, quand les cônes revolent partout, ça se peut qu'il y ait un drapeau rouge qui est ou du moins un arrêt des départs le temps qu'on replace ça, parce que là, ça n'aurait juste pas de sens que des gens fassent le parcours comme ça. Sinon, David peut en parler lui aussi d'un drapeau rouge qu'il a déjà fait. Quand il a spin le Miata bout pour bout dans Garnotte à Montmagny au point d'avoir de la garnotte jusque dans ses vêtements parce que c'était une belle journée avec le toit ouvrant. Fait qu'il peut en parler. C'est des choses qui arrivent qu'on prend le temps de prendre le balai, de juste enlever la garnotte sur l'asphalte, sur la piste. Puis ensuite, on relance les départs, c'est un petit 5-10 minutes de pause. C'est souvent des trucs comme ça. Mais c'est ça, il faut être conscient que vaut mieux tout le temps un drapeau rouge pour quelque chose d'un peu moindre que de ne pas donner de drapeau rouge pour de quoi qui aurait vraiment valu la peine. Fait que tout le temps une question de sécurité et de gros bon sens. Là. Dans notre cas, ce n'est pas dans le cas de doute, gaz au bout. Dans notre cas, c'est en cas de doute, drapeau rouge. C'est un peu la philosophie. C'est un peu moins sexy, je vous l'accorde, mais bon. C'est ça. Et je vais compléter l'histoire à ce temps qu'Anthony a fait un petit teaser. Là. La fois que j'ai spiné le Miata dans le gravel, je l'ai retrouvé jusqu'à l'intérieur des rimes. Donc, le pneu a déjanté, la gravelle est rentrée, le pneu s'est replacé. Puis là, quand je roulais, ça faisait gling, 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 gling. Fait qu'il a fallu qu'on dégonfle le pneu, qu'on dérime en partie, enlever les roches, puis qu'on le rime. C'est magnifique. Ceci étant dit, ça arrive des fois. Quand on pousse un peu plus, quand on devient plus habitué, on veut pousser pour aller chercher des dixièmes de seconde, mais des fois, ça arrive. C'est la beauté du sport, tant que moi. Alors, je reprends où est-ce que j'étais. Est-ce qu'on a des questions sur les drapeaux?
Ça va? Pylon Duty, je pense que ça commence à être ton tour, Anto, est-ce que je me trompe? Yes, sir. C'est Alors, que vas-y, je vais c'est tout à prendre. toi. Let's go. Ben, en fait, on a déjà mentionné une bonne partie là-dessus, fait que ça risque d'être assez straightforward. Au fond, c'est ça. Fait qu'habituellement, on va avoir 6 à 8 stations par événement. Au fond, selon comment le tracé est fait, comment selon le tracé est mis en place, tout ça, on va vraiment voir combien de personnes on a besoin. 2 à 3 personnes par station. Souvent, ça peut même aller jusqu'à 4 selon le nombre de participants qu'on a. Encore une fois, selon la zone qui est à couvrir. Chose importante à savoir, quand on est d'une station de Pylon Duty, c'est pas 2, 3 personnes d'un tapon qui jasent de comment ça s'est passé leur avant-midi. C'est vraiment quelqu'un s'occupe du CB avec une petite section de compte, puis les autres vont être éloignés. Puis au fond, on va avoir différentes façons de se signaler les comptes, comme des trucs qui sont quand même assez de base. Ben, si une voiture accroche un cône à une station, la personne avec le CB est supposée regarder la voiture qui s'en vient, voit que le cône a été accroché, mais c'est loin de lui, puis pas sûr si c'est une pénalité ou non. La personne qui va courir pour aller le voir va pouvoir lui faire un signe du genre ça pour dire que, tu sais, il est correct, il est safe. Ou en fait, c'est ça, safe. David, corrige-moi, j'ai un blanc en ce moment. Ça, c'est safe. Puis ensuite, on peut lever au fond la main des airs en faisant comme un, puis crier, là, genre, il faut que ça se communique vite. Fait que un cône, fait que genre, la personne au CB va pouvoir le caler rapidement. Fait que c'est ça. Fait qu'on va tout le temps y aller assez rondement, puis vraiment de bonne communication. En gros, les signes là, pour les récaps, là, 1 cône, 2 cônes, 3 cônes, parce que si vous n'avez pas de CB, il faut parler à l'autre qui est plus loin. Fait que souvent, on l'indique, puis on le garde indiqué jusqu'à temps qu'il nous voit. Il faut qu'il y ait un eye contact. Là. Puis il faut aussi qu'il ait spoté le bon numéro de char. Il faut être bien attentif. Safe, c'est comme au baseball. Safe, pas de cône, pas de pénalité. C'est safe. Puis ça, c'est hors parcours. Ah, c'est ça. Quelqu'un qui ne passe pas du bon côté, hors parcours. Moi, souvent, je le lève au-dessus de mes bras, hors parcours, puis je pointe la voiture. Comme ça, le gars qui a le CB, il sait exactement de quelle voiture je parle, hors parcours, 1 cône, 2 cônes, 3 cônes, whatever. Si vous n'avez pas assez de doigts, ben là, ça va être pénalisant pour le gars, mais qu'est-ce que j'ai jamais vu ça. Sauf Anto quand il défonce une box. Jamais arrivé. Là-dessus, justement, si jamais vous vous ramassez avec le CB entre les mains, en général, c'est plus souvent quelqu'un qui est habitué, mais à un moment donné, si vous faites Ah, ça me tente, votre plus grand rôle là-dessus, des fois, vous avez quelques comptes à placer, mais ça va être rarement vous qui allez avoir la section avec le plus de comptes de la station, là, parce que vous ne voulez pas avoir à caler en même temps de courir pour replacer 2, 3 comptes de la shot. Fait que souvent, vous allez être à une place un petit peu plus tranquille. Par contre, c'est ça, votre job, ultimement, c'est de vraiment bien voir le numéro de la voiture qui s'en vient. Souvent, il y a plus ou moins une trentaine de secondes entre les voitures, mais par contre, des fois, on a une belle vue qu'on regarde la voiture, elle passe, puis le numéro 6, il fait bien ça, puis tout, tu continues. Puis la première chose, tu sais, tu entends déjà l'autre qui s'en vient, tu te revires, tu vois le cône qui tombe, tu commences à caler station 3, un cône, est déjà parti puis tu n'as pas pris en note le numéro de la voiture. Fait que ça, c'est super important. On regarde toujours le numéro de la voiture qui s'en vient pour être prêt à caler une pénalité au besoin, au fond. Comme on disait, partie de la job, c'est de replacer les comptes. C'est ce qui fait que les événements fonctionnent tout simplement. On roule, on a du fun à rouler. Il y a aussi la tâche de Pylon Duty qui évite d'avoir à trouver des bénévoles qu'on ne trouverait pas pour tenir un événement. Et c'est ce qui fait aussi la section où est-ce qu'on peut, somme toute, avoir une vue qui est surprenante sur les voitures en action. Tout ça, c'est vraiment, vraiment cool pour de vrai. Fait que, tu sais, le Pylon Duty, c'est une tâche vitale, tout ça. Puis si elle est bien faite, l'événement va rouler rondement. Fait que c'est super à ce niveau-là. La sécurité qui est toujours numéro 1 là-dessus. Puis c'est ça. Fait qu'on se garde en sécurité. Si en Pylon Duty, on a une place qui a un muret de béton, ben on n'est pas assis sur le muret parce que si la voiture l'échappe devant nous, on ne veut pas se faire chopper les jambes. Souvent, on va se tenir debout derrière le muret de béton. Ce qui fait qu'on va faire notre exercice du mois à jumper le muret de béton constamment, à aller replacer des comptes. Moi, habituellement, là, c'est mon seul exercice de mois-là. Après ça, je me couche chez nous. Mais non, c'est quand même pas vrai, là, à un moment donné. Mais c'est ça. Fait qu'au fond, toujours regarder l'auto qui s'en vient, toujours être conscient de son environnement, tout ça. Et honnêtement,
Si vous avez la chance d'avoir un pylône, ça, c'est donné au hasard, là, c'est Mélanie qui va s'occuper de la distribution des gens dans les stations, tout ça. Mais à un événement, c'est déjà arrivé où est-ce que j'avais une station, moi, en pylon duty, qui était la place du parcours, qui était la plus tricky, la plus compliquée à faire. Puis juste en pylon duty, à force de regarder le monde passer, à un moment donné, j'ai réalisé de comme Ah, c'est de même que le monde font. Ah, j'avoue, c'est une bonne idée. Puis en après-midi, appliquer ce que j'ai vu sur le parcours. Fait que des fois, c'est aussi une bonne séance d'analyse. Si vous avez si vous analysez comment les gens le prennent, le parcours, c'est-à-dire vous regardez les voitures qui s'en viennent puis tout, c'est bien, vous faites votre job. Fait que à ce niveau-là, il y a ça. En période duty, le truc qui est important, qui est peut-être moins marqué ici, ça va souvent être le drapeau rouge, d'être toujours à portée de la main du drapeau rouge, que ce soit, la personne avec la radio ou quelqu'un d'autre. Il faut en général, c'est la personne avec la radio, toujours avoir le drapeau rouge à portée de la main et surtout qu'il soit bien roulé pour pas, parce que des fois, il y a du monde qui tiennent le drapeau rouge dans leurs mains et tout ça, juste pour pas qu'il pogne dans le vent un peu et que quelqu'un ait un doute du genre, «Ah, je suis en train de rouler. Y avait-tu un drapeau rouge est là puis qui s'immobilise? C'est pas ça qu'on veut. Fait que toujours garder le drapeau, en fait, pas rouler, mais genre juste déposer le long du bâton puis la main fermée dessus. Puis là, j'entends Mélanie, sinon qui me chicanerait si je disais qu'il faut qu'il soit roulé. Ben, c'est ça, c'est qu'au fond, on veut qu'il soit prêt à utiliser. Fait que je lâche ma main puis je l'agite, ça part tout de suite. Mais drapeau rouge, super important parce que c'est ce qui va faire que les voitures vont pas arriver proches l'une de l'autre, tout ça. Fait que sinon, est-ce que j'oublie quelque chose dans cette slide-là? Matériel, ben, il y a le radio drapeau rouge parlé. Craie, surtout les journées où est-ce que potentiellement il pourrait avoir de la pluie, tout ça, que, au fond, on dessine tout le temps un carré de craie autour des cônes. Ça l'indique où les replacer durant la journée. Fait qu'il y a tout le temps des craies pour retracer ça, surtout les journées de pluie. Crème solaire. Crème solaire, s'il fait beau, il fait chaud, déjà, il annonce super beau en fin de semaine. Prévoyez-en. Quand on est en pylon duty, ben, souvent, on va faire 45 minutes dans les champs, 45 minutes à 1 heure. C'est pas rare qu'on peut pogner des bons petits coups de soleil. Je suis déjà sorti à mort plus qu'une fois d'un événement, puis ma blonde m'a chicané plus qu'une fois à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on a une fille soleil maintenant? Eh ouais, fait que Christine, qui est la personne qui nous le rappelle. Fait que sinon, de l'eau, chapeau, parapluie pour se créer de l'ombre, tout ça. Fait que c'est des conseils pas mal là-dessus. Sauf des parapluies rouges. Oui, c'est vrai. Sauf des parapluies rouges pour pas, encore une fois, que ça soit confondu avec un drapeau rouge. Fait que. Tu as 3 mains levées en tout. OK, let's go. Delphine. Oui, en fait, je me demandais, là, il y a un drapeau rouge par station, mais l'affaire que je me demandais aussi, c'est, oui, c'est celui qui a le radio qui est là, mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit coller le drapeau rouge, est-ce qu'il y a un signe de main comme les signes de compte qu'on fait où on part à courir puis that's it? C'est tellement souvent évident là, que on voit bien quand on est dans une station Oui, de pylon ben, duty, là. On voit assez loin que tu vas t'en rendre compte tout de suite. Là, s'il y a une voiture qui pogne le clos, tu n'as même pas besoin de signal. Là, c'est ça, ça va parfait. être assez évident tout ça. En général, il n'y a jamais eu de questionnement à savoir là, c'est ça, quelqu'un qui prend le clos, quelqu'un qui l'échappe, quelqu'un qui ramasse une section complète de cône, la personne au CB va le voir. Il n'y a jamais, au fond, entre les stations, il n'y a jamais de point mort. Ceux qui ont déjà roulé à Montmagny, tout le monde sait le corkscrew, ça monte, ben, c'est souvent la fin d'une station qui est dans le montant, puis le début d'une autre station qui est sur le dessus du corkscrew pour OK. que les gens qui sont sur le dessus, puis le début de l'ovale aient un visuel entre eux, puis que ceux qui sont dans le bas aient un visuel entre eux. Fait que jamais qu'il y a comme jamais que quelqu'un va être sur le dessus complètement ou dans le début de l'ovale, puis que la personne au CB qui est avec lui est en bas du corkscrew, ça n'arrive jamais parce qu'il n'y aurait pas de communication visuelle facile. OK, parfait. Cool. Je vais y aller avec René qui a peut-être un complément d'information ou une question. Juste 2 précisions. Dans le matériel, là, ben, dans la chaudière, il y a le radio, le drapeau rouge, les craies, les cônes. La crème solaire, l'eau et le chapeau, c'est votre responsabilité de l'amener. Ça peut porter à confusion. Là, ça peut donner l'impression qu'on la fournit, mais on ne la fournit pas. Deuxième chose, on a mentionné pas de parapluie rouge. Idéalement, pas de gilet rouge non plus pour la journée parce que ça peut être confondu. Quelqu'un qui bouge avec un gilet rouge, avec un drapeau rouge. Là.
Fait que essayez de choisir votre garde-robe autant que possible le matin pour ne pas arriver avec un gilet rouge, s'il vous plaît. On est fancy comme ça au Delta, on a une garde-robe de course. Ensuite de ça, j'ai Marc-Antoine qui a la main levée. Oui, petite question rapide. De quelle manière sont identifiées les voitures? Avez-vous bien fâché si on n'a pas vu le numéro et qu'on l'identifie par le modèle puis la couleur? Excellente question. Là-dessus, on demande toujours à avoir, au fond, la plupart, comme moi et David, sur cette photo-là, on a nos numéros identifiés avec des magnétiques. Ceux qui sont nouveaux, on s'entend que la plupart, moi, j'ai fait, je pense, 2 ans ou 3 ans avant de décider à prendre des magnétiques, du masking tape dans la vitre, dans les vitres arrière, au fond. Fait qu'au fond, un numéro chaque Du frog tape à côté. peinture vert, là. C'est ça, fait que du masking tape vert, tout ça pour identifier. Fait que, mettons, moi, en ce moment, sa BMW, ce que je faisais, c'est que j'écrivais mon numéro 666 dans le triangle arrière de la portière, un numéro de chaque côté. Fait que peu importe on est où sa piste, on est identifiable des deux côtés. Fait que super important là-dessus. Puis c'est ça, ça fait en sorte qu'on est supposé très bien lire le numéro en tout temps, peu importe on est où sa piste. Ça arrive des fois que du monde manque le numéro, ben, on est toutes des personnes de char. Habituellement, si je dis Hey, le Ford Mustang rouge, il a tout ramassé les cônes, 3 cônes à la station 3, on va savoir dans le fichier, OK, ça c'est Daryl, puis on va pouvoir rire de lui. Mais Non, c'est ça. ben, Fait chien! que, c'était juste amusant à faire. Mais il est même pas là en plus, je pense, Daryl. Il est même pas là pour se défendre, pour petit. Ah, parfait. Fait que j'ai bien choisi ma cible. Mais c'est ça. Fait qu'en général, identifiez masking tape, prévoyez votre masking tape aussi. On en a de backup une fois de temps en temps à l'attente des chronos, mais c'est qu'on s'en sert aussi. Fait que je dis une fois de temps en temps parce que ça arrive des fois qu'on arrive au bout de notre masking tape. Fait que prévoyez le vôtre, là. En général, il va tout le temps avoir du monde d'un puits le matin qui va en avoir, là. Fait que, mais c'est ça. Soyez pas la personne qui en demande à chaque événement, soyez la personne qui en offre à chaque événement, puis tout le monde va vous aimer. Fait que, C'est bon, merci. de rien. Souvent, il y avait oui. souvent Vas-y, les histoires de numéros, c'est que des fois, tu as des voitures comme David qui sont 3 pilotes. Fait que des fois, il oublie de changer le numéro. Donc, ou ils perdent des numéros, ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous collez la pénalité à la voiture. Souvent, à l'attente des chronos, écoute, on n'aura pas trop de miniatures bleues sur la piste en même temps. Ça va être très rare. Ouais, un bon point, c'est ça. Parce que si jamais il y en a dans les personnes nouvelles, tout ça, dans les nouveaux pilotes qui pensent faire équipe sur une même voiture, fait que, je sais pas, une personne, un gars avec sa blonde, tout ça, vous décidez, hey, les deux, let's go, c'est notre activité de couple cet été. Vous pouvez rouler deux sur une même voiture. C'est ça, c'est juste qu'il faut être capable d'interchanger les numéros rapidement sur la voiture. De là que les magnétiques sont souvent la solution la plus simple. J'avais Bruno Vincent, que je crois Oui, baissé. ben c'était précision concernant les voitures avec plusieurs numéros, là, parce qu'on est quand même plusieurs dans le club à rouler à plusieurs numéros. Là. Fait que oui, Génial. la voiture, mais plusieurs numéros, c'est possible. Oui, De toute c'est façon, il possible. ne faut pas se stresser avec ça. Oui, on demande à tout le monde d'avoir un numéro, mais tu sais, si maintenant ça va mal et qu'il n'y a pas de numéro, ça donne. Là. Moi, je suis déjà parti avec les numéros à max ou je suis déjà parti pas de numéro. À la longue, le monde finit par se connaître. Là. Fait que, tu sais, on finit par savoir, là, tu sais, quand je vois en tour avec sa BM, je sais que c'est lui. Là. Fait que les premières fois, quand on est nouveau, ce n'est pas le cas. Mais à la longue, tu sais, des fois, juste entendre le char, on sait c'est qui. Là. Entre autres, à Simon, Papy. Papy, tu parlais de Daryl tantôt, tu sais, on finit par se connaître. Ouais. Là. Fait que il n'y a pas de stress. Là. Ayez vos numéros, ayez votre tape. Mais tu sais, si jamais vous partez sans eux, on va vous le dire, faites attention parce que c'est plus le fun pour tout le monde d'être capable de lire le numéro, mais tu sais, on n'est pas, Un on n'est essai, pas là ça passe. pour mordre des mains, là, c'est ça. C'est ça. Jéronique qui a relevé sa main. En fait, c'est Mélanie ce fois-là. Ah, vas-y, Mel. Dans le fond, c'est ça, comme David vient de dire, on n'est pas là pour chicaner personne. Par contre, ben, pour les chronos, là, c'est vraiment beaucoup plus simple, surtout comme si ça donne qu'il y a 3 Miata bleus qui partent comme une en arrière de l'autre. Là. Ben, si vous me dites juste, ben, le Miata bleu, il a pogné 2 cônes, je ne saurais pas c'est lequel. Fait que si possible, notez le numéro, mais c'est sûr que c'est pas grave, là, je ne chicanerai pas personne si jamais vous le pognez pas. Là. Voilà. Good. Ensuite de ça, j'avais encore des mains de lever. J'avais S. Gilbert.
Oui, dans le fond, je voulais savoir, est-ce que c'est possible d'amener un invité, un ami ou ma blonde, sans nécessairement qu'elle pilote, mais Bien si, sûr. mettons, je veux lui faire faire un tour, si elle a un casque ou... Même On moi, a. ça. Oui, Vas-y, vas-y, Anto. David. OK. Ah, OK. Le classique maman. OK. Parlez pas tout Je en vais y même aller. temps. Non, c'est ça. Oui, c'est possible. Le seul truc, c'est ça, c'est tout le temps de faire attention parce qu'il faut le casque pour les 2 personnes dans la voiture. Oui, on en prête au club, mais ça va toujours être privilégié à ceux qui pilotent et non pas aux invités. Mais s'il y en a de spare, c'est toujours possible. Moi, c'est arrivé plusieurs fois que ma copine se joigne à moi pour une journée de slalom, tout ça, juste en tant que passagère. Puis ce que je faisais, c'est que j'ai des amis qui ne roulent pas en même temps que moi, qu'on empruntait le casque. Fait qu'on échangeait les casques un peu pour justement faciliter, pas avoir emprunté au club, tout ça. Il y a un point Mais il y a- important là-dessus, là, c'est aussi la décharge de responsabilité. Tout le monde qui est sur le site, on leur met un bracelet quand ils ont signé la décharge de responsabilité. Donc, si tu as un passager, cette personne-là doit venir nous voir pour signer la décharge de responsabilité, comme tous les pilotes. Fait que n'importe qui rentre sur le site doit venir se rapporter pour signer cette décharge-là. À noter que si vous avez comme spectateur, et là, je ne parle pas de passagers, mais je parle vraiment de spectateurs, vous avez des jeunes enfants. Les jeunes enfants, on ne permet pas qu'ils soient sans surveillance parce que c'est un domaine de l'automobile, ça roule. Fait que les jeunes enfants doivent être sous surveillance parentale en tout temps. Puis, il y a aussi des règles pour savoir l'âge des passagers. Donc, si vous arrivez à quelqu'un de 10 ans, il ne peut pas embarquer comme passager. Là. Il y a des règles minimales, puis il y a aussi des règles minimales de avec qui ils peuvent embarquer. Donc, ça, c'est quand même important de le savoir. Tandis qu'on est là-dessus, je prendrais 2 secondes de ton temps, Anto, pour clarifier cette règle-là. Pour être pilote, c'est 16 ans et plus. Puis, ça prend une autorisation parentale. On a un formulaire pour ça. Si vous voulez être passager, c'est à partir de 14 ans. Par contre, c'est à partir de 14 ans avec ton parent seulement. Donc, excuse-moi, j'ai dit 14, c'est 16, pardon. Tu n'as pas le droit d'être passager si tu es en bas de 16 ans, puis c'est avec ton parent seulement. Donc, si tu as 16, si tu as 17, tu ne peux pas embarquer avec Anto, tu ne peux pas embarquer avec moi, tu ne peux pas embarquer avec Simon, avec n'importe qui d'autre. Ça prend 18 pour être capable d'embarquer avec n'importe qui. Et ça, cette règle-là, elle est particulièrement importante parce que c'est une règle qui est établie par nos assurances. Donc, si moi, je prends une chance puis j'embarque quelqu'un de 16 ans, de 17 ans, ou voire pire encore de 13, puis qu'il arrive un accident, parce que je peux l'échapper, puis qu'il arrive un accident puis que cette personne-là se blesse, bien là, à ce moment-là, nos assurances nous tapent sur le doigt, puis ça peut être une cause de fermeture du club. Alors, on est particulièrement sévère sur cette règle-là. Mais pour ce qui est des passagers majeurs, sentez-vous bien à l'aise. Donc, même si quelqu'un pilote et qu'il a 16 ans, la seule personne avec qui il peut embarquer passager, c'est son parent immédiat. Puis peut-être une petite David, j'aurais une clarification. question là-dessus. Oui. Le parent immédiat, dans le fond. Ça coupe, Guillaume, on ne t'entend pas. Oui, ça l'a coupé, Guillaume. Mais ben merci, ça répond à ma question, en tout cas dans mon cas. Mais y a-tu des frais si on, mettons, j'amène un passager? Pour les passagers, les spectateurs, il n'y a aucun frais. Tu viens, tu signes la décharge, puis tu t'amuses. Okay. Puis mettons, là, je pousse un peu, là, mettons que ma blonde vient pour une journée voir que ça a l'air. Elle n'embarque pas avec moi, parce que je sais pas, on n'a pas de casque, peu importe, mais elle peut-tu venir avec moi, mettons, au pylône duty? Elle peut t'accompagner au pylône duty. Par contre, il ne faut pas que tu oublies que ta responsabilité première quand tu es en pylône duty, ce n'est pas d'être le entertainer de ta blonde, c'est d'être en pylône duty. Fait que ça, c'est une rigueur qu'on demande à tout le monde parce que si tout le monde prend soin d'avoir un sideline, puis qu'en fait, le pylon duty devient le sideline, on diminue la qualité de l'événement pour les autres. Fait que ça, on demande quand tu es en pylône, tu es en pylône en premier. Bien évidemment, elle peut s'asseoir pas très loin de toi sur une chaise, mais en retrait, parce qu'il faut tout le temps garder à l'esprit qu'il y a une voiture qui peut perdre le contrôle puis pogner le champ. Puis ça arrive des fois qu'en pylône duty, on est obligé de se tasser un peu rapidement parce qu'il y a une voiture qui prend le clou. Fait que il faut garder cet esprit-là de priorité. La priorité, c'est le pylon duty et la sécurité. Puis là-dessus, je veux juste faire comme le extra mile là-dessus, c'est de garder aussi en tête, au fond, on a un club privé ultimement, fait qu'on loue la piste pour nous, ce qui fait en sorte que justement tout le monde, comparativement, exemple, à un jeudi soir lapping, vendredi soir lapping, tout ça qu'un autodrome peut faire, on signe au fond un waiver de non-responsabilité, tout ça.
autant si on est spectateur, tout comme David le mentionnait, parce qu'au final, on a libre accès au circuit au complet. J'ai eu des amis qui sont venus pas pour rouler rien, c'est des photographes de sport automobile. Eux, ils font principalement des MCC, tout ça. Ils ont fait on serait curieux de venir voir ça, le slalom, puis venir faire de la photographie. Ils ne se sont pas été, ils ont signé le waiver le matin, ils ont eu leur bracelet, tout ça. Puis, ultimement, toute la journée, ils se sont promenés avec les dossards de médias, tout sur le parcours pour, genre, faire de la photographie, tout ça. Puis, ces personnes tiennent par la main en soi ou de quoi, c'est ça, on est tous des adultes responsables. On prend pour acquis que vous allez faire en sorte de rester en sécurité, tout, puis juste faire attention à traverser aux bons endroits, tout ça. C'est ça, c'est qu'on reste autonome dans tout ça. Puis c'est cette liberté-là qui est quand même vraiment nice au sein du sport automobile puis du Club Delta. C'est que même un invité va pouvoir se promener d'un puits, va pouvoir jaser avec tout le monde, les pilotes, tout ça. Puis ben, justement, si la personne est de plus de 18 ans, ben, 18 ans et plus, peut emprunter un casque, puis peut pas juste embarquer avec vous, mais demander des rides à d'autres gens aussi. Fait que c'est super cool là-dessus. Là. En général, le monde sont très, très, très friendly et très open. Il y avait d'autres questions. On va essayer de clencher tout ça. J'avais Benjamin qui avait levé sa main. Oui, dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est, étant donné qu'on paye, mettons, un membership à, mettons, 60 faut-tu payer l'entrée comme, mettons, si on irait, mettons, une soirée Dragon Drift, ou si on a payé 60, on rentre, merci, bonsoir? Il y a un coût par événement. C'est ça, c'est un coût par événement au fond. C'est 60 pour le membership qui donne entre autres à être éligible au championnat de la saison, qui va avoir différents perks que je n'ai pas on top of my head direct là. Mais c'est ça, c'est au fond, le membership sert à encourager le club dans ses activités, tout ça. Et ensuite, il y a un coût par événement qui va être pour le pilote seulement. Fait que c'est ça, comme on disait, vous avez une conjointe qui vous accompagne ou de quoi. Elle n'aura pas de frais de spectateur ou quoi que ce soit, mais le pilote paie par événement au fond. Je l'avais mentionné dans le chat tantôt, mais au fond, c'est 80 à aller jusqu'au mardi avant l'événement, en général, minuit le soir. Ensuite de ça, les frais augmentent pour les gens de dernière minute pour l'inscription. Parfait, ça question. Oui. Pour mettre ça clair, là, c'est que les frais à payer sont payables au Club Delta. Vous ne payez rien à la piste lors d'un événement du Club Delta. C'est vraiment, tous les frais sont payés au Club Delta. Nous autres, on s'organise pour payer la piste après. C'est vraiment cool. C'est comme un tout inclus. En effet. Fait que il y avait ensuite Marc-Antoine, Delphine, est-ce que c'était la main levée aussi de tantôt ou c'est une autre question? C'est deux autres questions. Let's go, on est là pour ça. Ça ne devrait pas être trop long à répondre, mais en tout cas, j'avais vu parce que vous avez sorti une liste de choses à emmener. Le tape qui est considéré là-dedans, c'est le tape qu'on utilise pour mettre notre numéro d'attitude. C'est ça? C'est pas besoin d'être d'autre chose que ça. Ça, c'était juste une de mes questions. Et calvaire. Puis ma deuxième question, c'est par rapport à l'âge des participants. Je sais que vous avez mentionné qu'il faut que ça soit 18 ans et plus pour qu'ils soient passagers. Donc, exemple, si je veux emmener mon chum ou un de mes amis qui a en bas de 18 ans, il ne pourra pas embarquer avec moi. C'est ça? Selon la règle de nos assurances, c'est plate, mais c'est ça. OK. Ouais. Fait qu'ils peuvent venir, mais ils sont obligés de rester en retrait par la suite. Ils ne peuvent pas embarquer pour faire une ride avec moi par la suite. Non, c'est ça. Ça me fait tellement de la peine de dire ça, mais qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas le choix de me conformer aux assurances. C'est comprenable, rendu là. Bon, mais merci beaucoup. Plaisir. De rien. Guillaume, je ne sais pas si ton son est meilleur, mais on peut essayer. Oui, je pense que j'ai corrigé ça. Dans le fond, pour ce qui est des passagers, moi, j'ai la nièce de mon frère qui voulait peut-être faire une ride, ce qui va être impossible, si j'ai bien compris, vu que ce n'est pas mon enfant directement à moi. Exact. Okay. Bon, on connaît une qui va être déçue, mais bon. En fait, ce que tu peux faire, c'est convaincre son père de venir rouler. Oui, OK, ça, fait que lui, il pourrait rouler mon auto, puis... Absolument. Pardon? Absolument. Si elle a 16 ans ou plus, lui, il peut rouler ton auto, puis l'avoir elle comme passagère. Absolument. OK, parfait. Bon, puis encore une fois, je le mentionne, ça me fait de la peine de dire non à certains cas, mais qu'est-ce que on doit se conformer aux assurances. C'est important, c'est notre responsabilité civile qui en dépend. C'est correct. Mais c'est vraiment rendu 16 ans parce que l'année passée, c'était 14 ans. Là.
On je a vais tout revalider, là, mais reclarifié. il me semble que Non, c'est 16. c'est ça, c'est ça. C'est que cette année, en gros, juste souci de transparence, Guillaume, je sais que ça a été un dossier qu'on a déjà discuté, tout ça. En gros, il y a eu, on a tout revalidé les points avec l'assureur, entre autres parce qu'il y avait tout le côté auto-électrique qui était un peu comme dans une zone grise, tout ça. Fait que là, tout a été vraiment sorti point par point. Puis là, c'est ça, on a vraiment le by the book, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'assureur qu'on a cette année. Chose qui se négocie à nouveau à chaque année. Fait que cette année, c'est ça, malheureusement, les restrictions. Non, c'est Puis, pas pire que ça. c'est jamais un dossier le fun, les assurances, quand on arrive là dans la préparation de la saison, je vous le garantis. Puis dire non au monde, c'est vraiment plate, là. Mais qu'est-ce que tu... C'est ça. Ouais. Fait que, good. Cool. D'autres questions? D'autres questions? Marc-Antoine, tu avais la main levée tantôt, je l'ai vu rebaisser. Est-ce que ta question est encore valide? Oui, ben c'était juste pour clarifier, là, moi qui fais ça pour la première fois, c'est 60$ de membership plus d'autres frais pour l'événement? On va mettre ça au clair. Vous n'êtes pas obligé de payer le membership. J'aime bien mieux si vous le payez parce que ça nous aide dans nos opérations. Vous n'êtes pas obligé de payer le membership pour venir aux événements. Tu peux venir à l'événement puis tu t'inscris d'avance, ça va te coûter 80. Si tu ne t'inscris pas d'avance puis que tu es à la dernière minute, ça va te coûter 95. Ça, c'est le prix par événement. Le membership, ce qui va te permettre, c'est de participer au championnat. Parce que si tu viens à tous les événements, que tu finis premier dans ta classe, mais que tu n'as pas payé de membership, tu ne gagnes pas le championnat. Parce que pour l'admissibilité au championnat, il faut être membre. Ensuite, ça te réserve ton numéro pour les 2 prochaines années. Ça te donne les temps. Tu es capable de voir tes temps en ligne, mais ça te donne tes temps d'une façon un peu plus personnalisée sur notre site Web, par message texte, etc. Donc, il y a une couple d'avantages aussi. Quand tu es membre, tu as des rabais chez des partenaires avec nous. Bref, tu n'es pas obligé d'être membre, mais on l'apprécie fortement parce que c'est ce qui nous permet de renouveler des comptes, renouveler des CB, renouveler les extincteurs une fois de temps en temps quand ils sont expirés, puis ça fait tous les frais récurrents. Souvent, c'est ça qui fait la différence dans notre saison parce qu'on est un organisme à but non lucratif. Notre but, ce n'est pas mettre du cash dans nos poches. Notre but, c'est d'organiser des événements de slalom puis d'être bien organisé. Et ça me prend un fonds de roulement minimum. Oui. Mais si tu décides de ne pas le prendre, tu ne le prends pas. Tu n'es juste pas admissible au championnat puis tu n'as pas les avantages qui viennent avec, mais c'est tout. C'est ça. Puis là, je vais juste clarifier, quand David parle d'événement, on ne parle pas de l'école. Oubliez l'école là-dedans. Si vous prenez... en fait, c'est ça. Si vous prenez votre membership, vous n'avez pas de frais pour l'école cette année, tous ceux qui n'ont pas 2 années de slalom de fait. Ensuite de ça, justement, c'est si vous ne prenez pas le membership, bien là, vous avez l'école à payer pour ce samedi. Puis ensuite de ça, fait important à noter, il y a un championnat recru. Il y a des prix pour les recrues. Donc, faites pas comme, je vais le renommer, Daryl, l'an passé, qui essayait le slalom, pensait faire 1 ou 2 événements, finalement a fait la saison complète, arrivé à la fin de l'année, puis a fait « Ah, shit, genre, je l'aurais gagné le championnat recru ». Fait que finalement, il ne l'a pas eu, puis vite, il est super chill, là, je l'adore, Daryl, puis justement, il était comme « Ah, zut, bon, on se reprend l'an prochain, puis je vais arriver plus fort encore ». Mais c'est ça, au final, il n'a pas eu son recrue à cause de ça, justement. Fait que, il y a ça qui peut être le fun, c'est qu'on essaie aussi de faire la Ligue des nouveaux, voir c'est qui les nouveaux qui arrivent avec le plus gros potentiel, tout ça, puis qui s'améliore le plus vite. C'est cool. Je ne vais pas casser le fun à Daryl, mais c'est moi qui aurais gagné le championnat des recrues. Ah, c'est toi? OK, c'est toi. Puis, mais toi aussi, tu n'avais pas ton membership, c'est ça? Oui, je sais. Ah, OK. C'est ça, OK. Let's go. Si j'ai bien compris, ce samedi, c'est juste l'école, c'est pas un événement. Je peux acheter juste mon membership à 60$ puis participer samedi. Exact. Ouais. C'est bon, c'est noté, merci. L'école, pour clarifier, on a 7 événements qui comptent dans notre saison pour le championnat, puis l'école, elle n'est pas comptée là-dedans. Donc, en fin de semaine, c'est vraiment offline, ça n'a pas rapport avec la saison, c'est vraiment pour initier les gens. Donc, on s'initie à différentes stations, différents obstacles. En après-midi, on connecte tout ça, puis on fait comme si c'était un événement. Les chronos vont être là. Il va y avoir des mondes en pylône duty, il va y avoir du monde qui vont rouler, on va faire un échange. Pareil comme si c'était un événement, sauf que c'est une école, puis il y a des gens, des coachs, Anto, moi, d'autres mondes qui vont embarquer avec vous autres pour vous conseiller. Vous allez aussi pouvoir embarquer avec nous dans nos voitures pour voir comment on fait si ça vous tente. Cool. Tout ça, c'est tout permis samedi. Dans un certain cadre, mais c'est tout permis. C'est clair. Merci. Plaisir. Génial. Il y a des commentaires dans le chat, si tu permets, Anto, avant que tu continues ta théorie. Oui, vas-y. Mais le temps passe vite, fait qu'on va accélérer un peu. Il y a quelqu'un qui dit, je le mentionne, ça vaut la peine. Tous les organisateurs, les gens qui vous parlent aujourd'hui, puis les gens qui organisent les événements
et samedi l'école, on est tous des bénévoles. Il n'y a personne qui est payé là-dedans. Je le mentionne ici, je vais le mentionner plusieurs fois dans la saison, on leur dit merci. Sachez qu'il n'y a personne qui est rémunéré pour faire ce qu'on fait là. Là, il y a une question à savoir si l'école a lieu seulement qu'une fois par année ou à plusieurs reprises dans l'année. C'est une fois par année, c'est le premier événement d'ouverture de la saison. Après ça, on embarque directement dans nos championnats. Donc, l'événement numéro 1 a lieu à la fin mai, puis tous les horaires sont sur notre site web clubdelta.org. Il y avait une autre question, David, je pense, d'André-Philippe Legault. Ça se peut-tu? Peut-être, je ne l'ai pas vu passer. Ouais, j'avais levé la main de même. Vas-y, je t'écoute. Dans le fond, OK, je viens de comprendre la patente. C'était comme un peu mêlant au début. Là. OK. Bon, il y a l'école qui est samedi, puis je ne me suis pas inscrit dans l'école, je me suis inscrit dans le membership. OK. Ben, en fait, si tu as acheté ton membership, tu peux aller dans la catégorie, dans la section événements du site web. Tu t'inscris à l'école, puis ça va être gratuit. Les inscriptions doivent être encore ouvertes à cette heure-ci, mais je pense qu'ils ferment à minuit ou 11h, quelque chose. Fait que là, je peux m'inscrire gratuitement pour l'école. Si tu vas là et que tu as bien fait ta job, tu devrais être capable de t'inscrire gratuitement. Si ce n'est pas le cas, contacte-nous puis on va s'arranger pour te débloquer ça. Par Facebook, ça se contacte-tu bien avec vous autres? Ou... Par Facebook, par email, info@clubdelta.org. On va être capable de nous contacter sans problème. Cool. Je vais y aller avec c'est quoi? Est-ce qu'un coach va être assez généreux pour me guider et faire un wrap-up rapide des sections de C'est Guillaume, c'est sûr qu'on ne fait pas ça pour Guillaume. Ah, OK, c'est bon. Il veut essayer de tout nous battre cette année, lui. On le connaît. Ah, OK, c'est bon. J'ai pas dit oui, Guillaume, t'embarqueras. Je t'avais promis un tour de Miata, t'embarqueras, Guillaume. Je peux y faire un tour de thérapeute. Ça va me faire plaisir. Ah, oui. Nice. D'ailleurs, vous allez apprendre avec le temps que chacun des chars a un petit nom. Là. Le fit à René et Mélanie, c'est la thérapeute. Nous autres, c'est Mimine. Il y en a plein d'autres. Anyway. Moi, j'en ai pas. Moi, je donne pas de nom à mes chars. C'est Anto. Good. Ouais. Encore des mains levées, Anto. My God, ça continue. Let's go. Hey, moi qui veux continuer. C'est pas grave, c'est ça qu'il faut. OK, Christine, vas-y. Je voulais juste savoir, là, dans le fond, pour un événement, habituellement, exceptionnellement pour Guillaume, j'imagine, là, mais habituellement, il faut arriver, il faut participer au Drivers Meeting pour pouvoir participer à l'événement. Sinon, on ne peut pas participer. Est-ce que c'est bien le cas? Excellent point. Si tu n'es pas là au Drivers Meeting, tu ne roules pas. Et ça, je suis particulièrement sévère là-dessus. Si tu n'es pas au Drivers Meeting, tu es en train de pisser, que tu es en train de faire la marche du tracé, que tu es en train de faire d'autres choses. Tu arrives en retard. Tu arrives en retard, si tu n'as pas fait le Drivers Meeting, si on ne l'a pas su, puis qu'on trouve que tu n'as pas été au Drivers Meeting, tu ne roules pas. C'est un détail important. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui arrivent plus tard, mais ils nous le disent. On est capable de les attraper, puis s'il y a des particularités à dire cette journée-là, on est capable de les attraper puis de leur dire. Mais si on ne l'a pas su, puis que tu t'en vas sur la piste, puis qu'on se rend compte que tu n'as pas participé au Drivers, ça, on est sévère là-dessus parce qu'il y a des particularités à chaque événement qu'on doit mentionner. Merci, Christine, c'est un bon point. Je ne veux pas paraître plus sévère que ce qu'on est, là. On n'est pas sévère, mais il y a des points qui sont importants pour lesquels on tient. Les clauses d'assurance c'en ont des points, puis la sécurité, c'est un autre point. Et ça a lien directement avec la sécurité. Yep. Oui, William. Yes. Oui, j'ai participé à quelques événements il y a plusieurs années. Et la première fois que je suis allé, ou les premières fois, c'était au centre PMG à Blainville, où il n'y avait pas de muret, il n'y avait pas de belle place. En soi. Oui, c'était une super belle place. Puis ensuite, par la suite, le centre PMG n'était plus disponible pour l'autoslalom. Et ensuite, c'était Icar, c'était d'autres places comme la vôtre. Puis il y a toujours l'inquiétude un peu de frapper un muret, quelque chose comme ça. C'est quoi le nombre d'accidents qu'il peut y avoir durant une saison? Moi, je travaille pour un assureur, là, puis je sais que c'est difficile de réclamer. On ne peut pas réclamer nécessairement sur un accident. En fait, on va mettre ça au clair. Là. Si tu embarques sur la piste, tu n'es pas assuré. Non, effectivement, c'est ça. Tu embarques sur la piste, il n'y a pas d'assurance. Essaye même pas de réclamer. Si tu tapes un mur, c'est à tes frais. Je sais, côté assurance sur la piste, il y a des assurances spéciales là, qui se fait pour ça. Mais c'est très, très délicat avec les assurances de route. Là. Ça peut même faire annuler ton assurance de route. Exact. En fait, c'est pour ça qu'on dit que tu n'es pas assuré. Parce que oui, il existe des assureurs qui l'assurent, mais c'est tellement cher et compliqué que souvent, on a mieux dire aux gens que prends pour acquis que si tu embarques sur la piste, tu n'es pas assuré. Et je vais aller plus loin là-dedans. Non seulement ta voiture n'est pas assurée, mais ton assurance vie souvent tombe invalide aussi le moment que tu roules sur la piste. Donc, si tu te tues dans ta bagnole, il y a des bonnes chances que ton assurance vie soit invalide ce moment-là. Si tu te tues sur la rue après, ça, c'est une autre histoire. Mais sur la piste, tu n'es pas assuré.
Pour répondre à la question, le nombre d'accidents, c'est triste, mais on en a à peu près un par saison. Puis, j'ose pas rentrer trop dans le détail. Des fois, c'est des petits accrochages, mais des fois, c'est plus gros. Ça arrive des fois qu'il y a des pertes totales. Mais ça, on s'entend, c'est des gens qui poussent. En tant que nouveau, nous autres, notre job de coach, on ne prend pas la responsabilité de votre voiture, on ne prend pas la responsabilité de vos actes, mais on va tout faire pour vous dire ça, tu ne fais pas ça, ou ici, tu peux te permettre de pousser, mais là-bas, non. Parce qu'en tant que nouveau, il y a des réflexes que vous n'avez pas encore. Puis, on va faire tout ce qu'on peut pour vous passer cette info-là. Je ne veux pas vous faire peur plus qu'il faut. Là. Sérieusement, ça va être ma 7e année de slalom cette année. Puis, je n'ai pas fait d'accident. Mais des fois, ça arrive qu'on l'échappe. Puis, plus que tu pousses ta voiture, plus que tu as des chances de l'échapper. Et ça, il faut en être conscient. Ça arrive une fois de temps en temps. Puis aussi à noter que les parcours, on a des normes à respecter pour assembler les parcours de façon qui soit safe. Là. Jamais qu'on va avoir une grande ligne d'accélération qui arrive droit face à un mur puis qu'on a un freinage dernière minute 90 degrés gauche. Là. Genre, jamais qu'on va vous mettre dans une situation que vous allez devoir faire une manœuvre importante à côté d'un mur de béton. Le but, c'est de faire des parcours qui restent safe. Les endroits d'accélération, c'est les endroits où est-ce que justement on va être plus dégagé ou bien qu'il n'y aura pas un gros coup de volant à donner ou de quoi. Puis ensuite de ça, les parties plus techniques, les parties souvent où est-ce qu'on va faire que le parcours ralentit parce que le slalom, c'est aussi beaucoup de changements de rythme. On va avoir des sections très rapides qui soudainement se transforment en sections lentes. Bien, les sections lentes, souvent, on va les mettre là où ça pourrait être plus à risque sur une piste en particulier. Fait que, mettons, Montmagny, ben, ou que l'entrée, quand on descend du routier, qu'on rentre dans l'Oval proche de l'entrée, tu as les murs de béton, tout ça, bien souvent, et là, on va faire en sorte de créer une manœuvre qui va t'obliger à ralentir avant d'arriver là pour faire en sorte que tu négocies un virage qui ne va pas t'emmener vers le mur de béton. Fait que tout ça est pris en compte quand on crée puis on assemble les parcours le matin. Si je peux me permettre pour vous rassurer, la plupart du temps, si on peut dire ça, la plupart du temps, parce que c'est vraiment pas une majorité du temps qu'il arrive des accidents, mais la plupart du temps, quand il arrive un accident, c'est des anciens qui ont des accidents, c'est pas des nouveaux. Ouais. Quand on dit c'est des anciens, c'est ça. C'est des anciens, c'est du monde qui veulent gagner, c'est du monde qui veut s'en aller en avant, puis c'est du monde qui pousse. Fait que, les nouveaux, habituellement, on n'a pas de problème. C'est ça. Fait que souvent 5 ans et plus d'ancienneté dans le club, puis c'est ça, ça pousse longtemps. Fait que Guillaume, tu avais encore ta main levée. Je ne sais pas s'il y avait encore une question de ton côté. On va dire que non. Adjugé. C'est bon. Fait que on continue là-dessus. Je pense qu'on a fait quand même un excellent topo. Le reste risque de rouler assez rondement overall. Fait que le nécessaire, on en parle un peu depuis tantôt. Casque homologué Snell 2005 plus, puis ECE 22.05. Mais par contre, on en parle moins de celui-là parce que sachez que si vous devenez maniaque de slalom, il n'est pas accepté du côté des States. Faire valider votre casque, des fois, même avant achat, tout ça, n'hésitez pas à poser la question sur la page Facebook du club. Ça va nous faire plaisir de répondre. On a notre spécialiste René dans le chat qui s'occupe de tout ce qui est la conformité des équipements de la voiture, tout ça. Fait que, une excellente référence aussi, mais c'est ça, n'hésitez pas à poser la question at large. Des fois, même, quelqu'un va vous dire « Hey, j'ai vu tel truc en spécial à telle place, puis vous allez sauver de l'argent. » Fait que, mais... Je ne pas là-dessus à 100%. René, le micro vient de s'allumer, je pense qu'il va rajouter. Non, pas rapport. Mélanie me parlait, mais je pense que j'avais oublié de fermer le micro. OK, c'est bon, c'est bon. Mais c'est ça. Fait que Snell 2005, vous allez avoir les. C'est 2010. C'est 2010, on a oublié de corriger la slide. Ah, c'est bon. Bon, ben 2010, tout le monde. Fait que vous allez avoir la norme SA 2010 qui est pour le sport automobile. Puis vous avez le M 2010. Fait que Snell M 2010 qui sont des casques de moto qui sont aussi acceptés en soi pour ça. Moi, c'est ce que je veux. Fait que, puis c'est ça. Fait que là-dessus, comme je disais, n'hésitez pas à poser la question besoin. Voiture en étant. Oui. Je ne pense pas que ce soit le cas pour personne dans les nouveaux, mais si vous avez une cage de sécurité dans l'auto, ça prend un Snell SA absolument. En effet. Check ça, David qui nous fait ça en live, la correction. Let's go. Ça, c'est du professionnalisme. Sinon, voiture en état, on en a parlé. Je pense que on a déjà fait un très, très bon tour là-dessus. L'auto-inspection et votre guide pas mal là-dessus. Encore une fois, on reste très open si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas.
La crème solaire, crème solaire, crème solaire. N'oubliez pas d'en mettre dans votre kit de course, très important. Chaise, sur l'heure du dîner, toujours très agréable. Il n'y a pas assez de chaises à Montmagny pour qu'on s'assoie tous. L'eau, très, très, très important aussi, comme on disait, ce n'est pas fourni au club, tout ça. Tout le monde est garant de s'emmener ces choses et sa belle humeur parce qu'on aime ça du monde souriant au club, puis tout le monde est là pour avoir du fun. Ça reste une compétition, on va se le dire, amateur. Ça reste une compétition qui n'a pas des montants en jeu, il n'y a pas rien. On est tous là pour repousser nos limites en tant que pilote et ultimement s'entraider à sortir le meilleur potentiel qu'on peut avoir en tant que pilote, tout un chacun. Entre autres, l'école est là pour ça, où est-ce qu'on va, en tant que coach, vous aider à prendre confiance, puis à voir c'est quoi votre potentiel, puis où est-ce que vous voulez aller, puis à quel point vous voulez pousser. Christine? Est-ce qu'on a le droit d'apporter de l'alcool sur une piste, Anthony? Ben non, parce que conduire avec les facultés affaiblies est totalement illégal. Fait que pas d'alcool. En plus, de base, les pistes refusent qu'on apporte notre alcool. Vous n'avez pas le droit, même après l'événement en fin de journée. Normalement, c'est 0 alcool sur le site même. L'autodrome, il y a un inspecteur qui passe comme on finit la journée puis qu'on a des bouteilles d'alcool, des canettes de bière, whatever. C'est la piste qui est en tort. C'est la piste qui se fait taper ses doigts puis qui va perdre ses permis à eux de vendre l'alcool lors des événements qu'ils font, eux, de leur côté. Fait que cannabis aussi, en effet. Fait que tout ce qui est alcool, tout ce qui est récréatif, habituellement on fait le vendredi soir, c'est non en général sur la piste. Fait que très bon point, Christine. Fait que je vois pas d'autres mains. Non, comme il est mentionné dans le chat, souvent on va au resto à la fin de la journée. Fait que c'est le temps de prendre une bière si vous voulez prendre une bière, mais sur le site, c'est interdit. Ah, puis les restos, c'est malade en général. Là. Les restos, c'est là où est-ce que tout le monde parle de son meilleur coup de la journée ou du moment où est-ce que, genre, vraiment, il était juste pas là, puis il l'a échappé, puis il était comme, man, j'ai tapé 3 cônes pour aucune raison. Genre, j'ai juste pas tourné le volant, puis autour d'une bonne bière, c'est tout le temps le fun, ces anecdotes-là. Fait que je vous le recommande. Genre la shot quand toi de foncer à la boxe. Jamais arrivé. J'aurais une dernière petite question. Yes. Tantôt, mon micro n'a pas marché, en tout cas. Moi, je voudrais, au courant de l'année, m'acheter une ceinture Quick Fit qui est comme un harnais 4 points là, avec les ancrages d'origine de l'auto puis le banc d'origine. Je ne sais pas si vous savez un peu de quoi je parle. Moi, de mon côté, non. René, oui, c'est bon. OK. De ce côté-là, est-ce qu'il faut activer, désactiver les airbags et s'acheter un support pour le cou? Là, je ne me rappelle plus du nom, là, mais un support pour le coup côté sécurité. On appelle ça un hands device, là, mais si vous permettez, je délèguerai cette question-là à René offline parce que le temps passe vite. Question qu'on puisse passer le plus d'informations à tout le monde. Guillaume, je te référerai direct à René offline. OK, parfait. Super, merci. Yes. Good. Classe, index, modification. On ne rentre pas trop dans le détail. Ça, c'est de quoi qu'on pourra réaborder, surtout avec vos coachs au cours de la journée de samedi. Mais en gros, les classes. Ce qui est important de savoir, c'est que le slalom, en tant que sport automobile, ce qu'on veut, c'est comparer les pilotes et non pas les voitures. On ne veut pas voir qui a genre 100 000 à mettre sur sa voiture puis avoir le char le plus puissant puis qui a le plus de grippe versus une Miata stock. Ce qu'on veut, c'est comparer les pilotes. Fait qu'il y a un système de classe qui n'est pas de quoi que c'est nous qui faisons de notre côté. Là. C'est vraiment la SCCA du côté des States qui mettent chaque année ça, tout le registre à jour, qui inclut les nouvelles voitures, tout ça. Il y a juste les index. Et ultimement, quand on parle de classe, ben, on va avoir des classes comme, exemple, moi, en street, qui est la classe la plus basse, c'est-à-dire très peu de modifications qui sont permises. Le tout, vous allez pouvoir le trouver sur le site dans la section information, fait clubdelta.org, comme on voit à l'écran. Puis, si vous allez dans information, il va y avoir une section classe que vous pouvez cliquer dessus. Fait que, au fond, règlement, classe et index. Si tu descends un peu là-dedans, juste pour vous donner une idée, exemple street, il y a un type de pneu, j'ai le droit de mettre des meilleures plaquettes, j'ai le droit à 7 mm d'offset, puis 1 pouce de plus ou moins des mags d'origine, des chocs, mais pas de spring, soit barre, soit à l'avant, soit à l'arrière, un drop-in, mais pas de cold air intake, un cat-back, mais pas une full ligne d'exhaust. Fait que bienvenue en street, là où c'est une partie, mais pas toute. Fait que ça, c'est le street. Puis plus ça avance, plus vous avez le droit à des modifications.
puis plus vous allez monter en catégorie, tout ça, puis vous battre contre du monde qui sont équivalents à vous. Le tout est agencé à une forme d'index. L'index, je vais faire ça simple, c'est un facteur multiplicatif de 0 point quelque chose qui va diminuer votre temps. Ce qui fait qu'en général, on va toujours parler d'un temps brut, qui est, exemple, un parcours, vous faites 100 secondes, bien, votre temps brut, c'est 100 secondes, mais que votre index va être multiplié à ça. Donc, si, exemple, j'ai un index de 0,85, bien, mon 100 secondes va être multiplié par 0,85, ce qui fait que mon temps indexé, lui, sera de 85 secondes. Et donc, à partir de là, ouais, je sais pas, oui, Tessa, OK, c'est ça, on peut le voir ici, mais ça, c'est qu'à partir de là, ce qu'on compare en slalom, c'est le temps indexé. Pour quelle raison? L'index tient compte des modifications de la voiture, des performances de la voiture d'origine, tout ça, et donc, ça fait en sorte qu'on multiplie ça selon la voiture, ce qui fait qu'on compare le pilote et non pas les voitures en soi. Fait que ça ici, ça donne un bon exemple. Là, en ce moment, on regarde qu'est-ce qu'il y en a ici. Ça, c'est quoi? C'est slalom 1, c'est le slalom de l'an passé. Fait que vous voyez, les temps indexés, tout ça, la Subaru BRZ qui a terminé premier au premier slalom de l'année passée, Nicolas, c'est une BRZ stock qui n'avait aucune modification et pourtant, c'est elle qui a passé en avant de, mettons, la 7e position, Simon Gagnon, qui est un Subaru STI ultra modifié d'environ, je pense aux dernières nouvelles, 550 HP Quelque chose dans comme ces ça, ouais. points-là. Fait que, qui roule à l'éthanol 85 puis toute la kit. Fait que, tu sais, c'est ça. Le but, c'est de comparer les pilotes en soi. Fait que, à ce niveau-là, ben justement, c'est le but du slalom. Les classes, selon vos modifications, tout ça, ça va être à voir justement du côté de René. Normalement, vous allez pouvoir l'indiquer sur le site qu'est-ce que vous avez fait sur votre voiture, mais sinon, c'est ça. Ça va être d'en discuter avec René. Ce n'est pas nécessaire pour l'école. Si vous comptez continuer puis faire des événements cette saison, ce qu'on souhaite, c'est là où est-ce que vous allez voir les classes. Fait que, mettons, DS, comme là, vous voyez, mettons, la classe DS de Nicolas en première position, puis moi en 3e position DS. Ben, mon M3 est dans la même catégorie que les BRZ récentes en termes de, tu sais, selon la puissance, le poids, les technologies qu'il y a dedans, tout ça. Puis ainsi de suite, tout va changer selon ça. Fait que, est-ce qu'il y a des grosses questions autour des index? Je ne veux pas trop m'attarder parce que ça peut tomber genre vraiment, vraiment nerdy puis time consuming, parler des classes, mais n'hésitez pas si vous avez de quoi. René, de quoi rajouter, let's go. Si vous êtes nouveau, que votre voiture n'était pas classée, ou même si elle était classée, mais que je n'étais pas certain de ce que vous m'aviez donné comme classement, vous avez probablement reçu un email. Possiblement ce soir, pas longtemps avant l'école, mais peut-être qu'il y a quelques jours aussi. Si vous n'avez pas répondu encore, ben, peut-être checker vos courriels ou quelque chose du genre. Peut-être que l'email s'est perdu quelque part. Mais c'est ça. Ça nous aide à prendre d'avance pour ne pas être obligé de faire ça samedi matin. Merci. Good. Benjamin. Yes, dans le fond, je ne pourrais pas être là samedi. Ça, c'est sûr et certain parce que j'ai découvert en enlevant mon auto aujourd'hui que j'avais une fuite de power steering. Fait que dans le fond, ça, c'est triste. Ouais. Disons, en plus, il est volant à droite, fait que c'est un problème de plus trouver des hausses puis des affaires de même. En effet. Dans le fond, je voulais savoir si, mettons, je veux acheter mon membership, je peux-tu l'acheter au courant de la saison ou il faut que je l'achète avant la saison? Tu as jusqu'à la fin du 2e événement pour l'acheter. Sinon, après ça, on ne permet pas tant de l'acheter après ça. Du moins, ben, tu peux nous donner 60$, on va le prendre. Mais on ne te permet pas de participer au championnat. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui attendaient de voir, mettons, au 4e événement. Puis s'il était en position de gagner le championnat, ben là, il l'achetait. Sinon, il ne l'achetait pas. Ben, pour éviter ce genre d'affaires-là, ben là, on donne jusqu'au 2e événement pour l'acheter. C'est un peu ça notre façon de voir la chose. Là. Je comprends totalement. Parfait. Ouais. Ça répond à ma question. Good. Mais ça te met jusqu'en juin, là, facilement. Ouais. Good, merci. André Philippe. Ouais, moi, je vais avoir besoin d'aide d'après moi. Moi, je ne suis pas capable de. Il demande tout le temps de pouvoir m'inscrire, d'avoir une information sur mon véhicule. Si tu veux, si tu as encore le temps, ouais, on peut rester à la fin ou sinon, il y a quelqu'un du club qui va te contacter, c'est sûr. Là. En fait, il y a Joël sur l'appel, c'est lui qui fait notre site web. On va s'arranger pour que tu parles avec quelqu'un. Si c'est pas moi, ça va être lui. Là. Bien good. Good.
Il y avait Michel L, qui demandait quel document, à part la pré-inspection, l'auto-inspection, je dois apporter samedi matin. J'ai manqué la première heure du meeting. En gros, tout se fait par le site web normalement là-dessus. Sinon, c'est l'auto-inspection, puis c'est pas mal ça, les documents. Il faut être inscrit, en fait, quand tu fais l'inscription, on a tout automatisé cette année. Fait que quand tu fais une inscription, il va te poser toutes les questions qu'il va te poser. Fait que normalement, si tu as tout fait en ligne, tu n'as plus rien à apporter au papier samedi, pardon. Ben, en passant, les inscriptions finissent ce soir. Si jamais vous avez de la difficulté et vous ne réussissez pas à vous inscrire, contactez-nous. Mais essayez pas de vous inscrire demain, ça ne marchera pas. Je regarde Raphaël et David qui sont dans l'appel en ce moment. Je regarde, inscrivez-vous, pas game. OK. Fait que, good, il n'y avait pas d'autres mains levées. Parfait. Let's go. Fait qu'au fond, René, je pense que le micro est encore. OK, il vient de se fermer. Parfait. Let's go. Fait que technique de pilotage. Ça encore là, on va passer très vite. C'est samedi que ça se passe. Samedi, c'est vraiment axé avec les coachs sur les techniques de base. Puis on divise les groupes beaucoup selon le type de plateforme. Fait que propulsion avec les propulsions, traction avec les tractions, c'est pas juste pile-mêle, on essaie de regrouper. Même que idéalement, ça va être mettons les propulsions à plus haut power vont se ramasser plus ensemble. Ceux à plus faible power, je vous regarde les Miata. Vous allez vous ramasser genre ensemble, tout ça. Mais ultimement, c'est d'avoir aussi un coach qui est habitué sur ces plateformes-là, ce qui fait en sorte que ça va être de l'information ultra pertinente. Parce qu'on s'entend qu'on ne compare pas n'importe quoi avec n'importe quoi non plus. On veut que les techniques soient pertinentes. On peut quand même passer sur quelques techniques qui sont essentielles, entre autres, quand on parle de regarder loin. Ça, c'est le truc que vous allez tellement avoir de plaisir au début parce que vous allez arriver devant votre première section de cône, l'adrénaline va embarquer, puis là, tout va tomber plat, là, comme s'il y avait à peu près 100 cônes alignés sur une même ligne. Vous ne saurez plus aucunement où vous en allez, vous ne serez plus capable de lire. Je m'en souviens, c'était de même mes premières fois. Mais, ultimement, c'est ça qu'on essaie de casser comme stress. L'école est vraiment bonne pour ça. Puis votre première saison, ultimement, c'est ça le but. Réussir à lire le parcours et ça se passe en regardant loin. Technique de base, n'importe qui a fait du lapping le sait. Quand on rentre dans un virage, c'est pas mon entrée ou mon apex que je regarde, c'est ma sortie de virage pour bien le négocier. Fait que c'est vraiment là-dessus. Maniement du volant à deux mains, on s'entend qu'on ne veut pas il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il pourrait y avoir des civiques dans le chat, mais on ne veut pas genre la calotte virée à l'envers, à mancher de même avec la gourde d'eau dans les mains. Là. Genre, ça, c'est pas vraiment la façon d'être performant de un. De deux, c'est dangereux. Fait que maniement du volant à deux mains, une bonne position de conduite, tout ça. Puis ensuite de ça, ben, pas faire sa ligne de course, tout, on va parler de différents jargons. J'embarquerai pas dedans, on en parle vraiment ce samedi. On commence, c'est ça. Commencer à prendre les zones de freinage dans les virages, vous allez vous apercevoir comparativement, puis là, je parle vraiment à ceux qui ont fait du lapping, mais qui n'ont jamais fait de slalom. Le slalom, c'est vraiment moins smooth que du lapping. Du lapping, ultimement, on est smooth, on a des bonnes zones de freinage, on a des bonnes zones d'accélération. Le slalom, c'est étape après étape, c'est tout le temps une action après une action après une action. C'est je gaze, je break, je donne un coup de volant à gauche, je donne un coup de volant à droite, je dois zigzaguer à peu près en 10 cônes avant d'ensuite de ça, avoir une zone d'accélération à nouveau, puis là, je refreine en fou en même temps de virer à gauche, tout ça. Ultimement, on se ramasse à faire beaucoup de trucs. Donc, le but est de commencer plus smooth, puis de progresser tranquillement vers l'habitude de bien manier la voiture, puis de vraiment bien déporter la voiture. Tantôt, j'en parlais un peu, une comparaison avec le rallye sur le fait que le parcours change, puis que le parcours, on doit l'apprendre durant la journée, que c'est vraiment une question de réussir à maîtriser une mise en situation qu'on nous met dans les mains. Mais il y a aussi cet aspect-là que je trouve qu'on peut se rapprocher d'une petite affaire du rallye, qui est le maniement de la voiture dans des conditions poussées extrêmes. Le slalom, ultimement, ça ne sera pas la place où vous allez faire 200 km/h, mais c'est l'équivalent de dire je vous enchaîne quelques virages de coin de rue, là, bout à bout, puis au lieu d'y faire à 20 km/h comme on le fait standard dans la rue, ben là, je vous dis prenez-le à 60. T'sais, le 60 km/h, quand je vire qu'il y a une chaîne de trottoir sur le coin puis tout, c'est pas le même que genre rouler 60 sur la route standard. On s'entend? Ben, c'est un peu ça le slalom, c'est de se mettre dans cette situation-là
qui est comme poussé aux limites de la voiture dans des vitesses qui restent raisonnables, mais on demande absolument tout. Là. Ma photo au début, vous voyez, j'ai une roue levée dans les airs, tout ça. Puis ultimement, c'est pas, je roulais pas 150. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment cool là-dessus. Puis ben, c'est ça, j'en parlais, la position de conduite optimale, tout ça. Fait qu'on va donner des trucs là-dessus aussi ce samedi. Oui, Jérémy. Oui, c'est ça. Vu que tu es dans les techniques, vu que toi, tu en as fait beaucoup, tu pourrais peut-être me répondre à ça. Quand on est parti en plein dans le circuit, on est pas mal. En tout cas, il y a quand même, il doit y avoir beaucoup de voitures qu'on est en troisième puis qu'on reste pas mal en troisième longtemps. Je te dirais que le 3/4 du temps, on est en deuxième, mais oui. Deuxième? OK. Ouais. Ouais. Je peux te parler par expérience de mon Miata. Là. Moi, je te dirais que le 3/4 du tracé, là, je suis à la limite du cut-off de la 2. En deuxième, OK. Oui, limite du cut-off est-ce de la 2. Vu que vous restez pas mal longtemps dans la même vitesse, est-ce que vous utilisez toujours le pied gauche pour freiner? Ça dépend des gens, ça dépend des techniques. Je te dirais que du left foot braking, c'est une technique qu'on considère quand même avancée. Quelqu'un qui est à l'aise de le faire, c'est clairement payant, c'est clairement Ouais. plus smooth, mais c'est vraiment des techniques avancées. Je te dirais que j'ai commencé à vraiment l'utiliser l'an passé. Puis ça, je faisais pas de left foot braking les premières fois que j'ai réussi à monter podium, là. Mais genre, c'est ça, c'est vraiment selon la personne, selon le pilote, c'est de s'adapter, tout ça. Puis c'est ça, il y a des parcours que c'est principalement de la 2. Il y a des parcours que tu vas mettre la 3 2 fois parce qu'il y a 2 parties d'accélération que c'est payant. Encore une fois, j'y reviens, c'est s'adapter selon le parcours. Fait que, puis c'est ça. Puis une chose aussi qui est bien de mentionner, c'est pas le sport le plus demandant sur la voiture. Dans le sens, on demande beaucoup sa suspension, on demande beaucoup ses pneus parce qu'on est souvent sur les extrêmes, sur les limites en virage, tout ça, puis beaucoup de transfert de poids. Mais ultimement, c'est ça, mécaniquement parlant, un essai de 75 secondes, c'est vraiment moins intense que de faire 20 minutes de lapping. Là. Fait que il y a vraiment ça à prendre en considération aussi, là, qui est quand même un beau plus. OK. Merci. De rien. D'autres questions? Tu peux switch de slide, je pense, David. Entretien et préparation de la voiture, je pense qu'on en a parlé déjà pleinement ce soir, mais en faisant un tour rapide, c'est ça. Une voiture en ordre, changement d'huile fait, ça l'aide à pas avoir un petit moteur qui fait kaboom. Frein, suspension, direction en ordre. Si vous avez du lousse dans la direction, une crémaillère en fin de vie, tout ça. Slalom, je peux vous garantir qu'elle va l'achever et que ça risque de finir en drapeau rouge parce que la roue a décidé de se ciao. Système de refroidissement en ordre, les voitures qui surchauffent juste en roulant sa route, je vous le dis, ça ne sera pas top. Mais c'est ça, genre, c'est les trucs de base. Les fuites, toujours faire attention à ce niveau-là, les fuites, tout ça. Un alignement adéquat, ça, je pense, c'est le truc. Les M3, ça ne fuit pas n'importe quoi. Les BMW, ça n'a jamais de leak. C'est quelqu'un qui a écrit ça dans le chat. Mais c'est ça, un alignement adéquat. Je pense que le plus bel investissement si votre voiture est à l'ordre, que vous dites je fais la saison de slalom, ce que vous devez faire parce que c'est cool, c'est ultimement un alignement. Une voiture stock, une voiture qui n'a pas été modifiée du tout, aller juste à l'alignement, une place qui font, il y a plusieurs places dans la région de Québec qui font des alignements performance, tout ça. Vous demandez le maximum de camber possible à l'avant. Vous allez chercher le maximum de certaines affaires d'origine pour juste favoriser, l'usure des pneus, 2, la tenue de route, tout ça, puis l'agilité de la voiture. Fait que ça serait vraiment, vraiment, c'est vraiment un des meilleurs investissements au départ. Pression des pneus, vous en jaserez avec vos coachs ce samedi. C'est un sujet qu'on veut, qui est vraiment selon encore là, le type de pneu, tout ça. Mais sachez que pour débuter en slalom, vous n'avez pas besoin d'avoir le pneu le plus haut de gamme. On ne parle pas de slick ici. Quelqu'un qui starte en Indy 500, il y a Guillaume qui est là en ce moment. L'an passé, Golf Air de début 400 HP sur des Indy 500, puis il a fait des podiums recrues. Comme il disait, il aurait gagné le championnat recru, tout ça. Fait que, il n'y a pas besoin d'avoir le top du top des pneus. Pour débuter, on peut se permettre un pneu qui est plus abordable, qui est plus agréable aussi à rouler. Puis vous allez avoir vraiment du fun. Anto? Yes. D'abord, je félicite. On a des nouveaux qui sont allumés pour la peine. À ce soir, Delphine nous précise que tout ce qui est lousse dans la voiture, qui peut voler en cas de problème, il faut que ce soit sorti de l'auto.
incluant les tapis d'hiver. Les tapis, tout ce qui est tapis non ancré dans la voiture doit être sorti. Et en effet, tout ce qui peut être d'un portière ou autre, il faut vous vider. Question de sécurité. Quelqu'un qui a un gobelet de genre, je sais pas moi, un verre ou whatever dans le porte-gobelet, puis durant le slalom, bam, bam, gauche-droite, ça se ramasse en dessous de la pédale à brique, vient pour freiner, ça freine pas parce que ça crée un moton en dessous. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est une situation dangereuse. Fait que c'est ça. Fait que juste là-dessus, faites attention, soyez conscients, puis c'est ça, on va vérifier le matin, même à l'école, de la préparation de la voiture. Le fait d'arriver à 8 heures quand on peut seulement rouler à 10 heures, c'est entre autres ça, prendre le temps de vider la voiture puis de faire en sorte qu'on s'assure que tout est correct et sécuritaire. Ça inclut le coffre à gants et tous les petits compartiments à gauche et à droite. Là. Ça inclut absolument tout. Check pas lui de la M3. OK, fait que je vais le vider. Ça a l'air con, là. Il y en a qui vont dire ouais, mais les petits porte-gobelets, les petits compartiments. Non, une poignée de change qui brasse dans le petit compartiment, ça déconcentre sur un moyen temps quand on se demande qu'est-ce qui se passe tout d'un coup. Fait que ça peut être une bonne idée de l'enlever. Ouais. Good. Next slide. C'est tout, Anto. En fait, après, ça parle des autres disciplines, mais compte tenu de l'heure, je vais skipper cette slide-là et c'était la dernière. Veux-tu que je montre un exemple? J'ai un exemple d'ouvert ici d'une run de là, 2 ans, je pense, mais que je pourrais share screen s'il y en a qui veulent un petit aperçu rapide. Ben oui, vas-y. On va terminer avec ça. On va faire le mot de la fin après. Good. Je vais aller sur Entire Screen, ça. Valider que vous voyez mon écran. Yes. Enfin, attends, on va te peser sur play, OK? Oui. Ce que vous voyez présentement à l'écran, là, vous voyez un espèce de support là, à la caméra, c'est le fameux chrono. Donc, vous voyez que la voiture est arrêtée avant. Donc, on a une place où est-ce qu'on arrête les voitures avant, puis où est-ce qu'on attend vraiment le drapeau vert. Et le temps commence à compter quand vous passez cet endroit-là plus loin. C'est vraiment ce qu'on appelle le départ. Puis c'est ça. Fait que là-dessus, c'est comme un départ que ici, en ce moment, en fait, vous allez le voir, là, j'ai le bon exemple avec le drapeau vert, tout ça. Malheureusement, vu que je suis obligé avec Media Player de partager l'écran et non pas l'application, vous n'aurez malheureusement pas de son. Mais je vous laisse. Attendez, voulez-vous que j'essaye avec le son? Donnez-moi 30 secondes, je vais juste l'essayer parce que c'est vraiment mieux avec du son. Prends ton temps, mais fais ça vite. Fais-le avec ta bouche. Je pense que ça va le faire de même. Vous voyez mon écran, vous voyez encore, c'est bon. Avez-vous du son? Non. Anto, fais-nous les sons. Là, je suis en deuxième déjà. Là. Je n'étais pas smooth. Ouais, c'est quoi cette histoire-là de tomber pas smooth? C'est correct. Non, c'est le vidéo. On va mettre ça sur le vidéo. En fait, c'est une chose de le regarder en vidéo. On se fait il n'y a rien là. Par contre, rendu sur la piste, c'est vraiment une autre histoire. Là. Ouais, puis là, le vous but avez étant pas de le son. Moi, regarder j'entends loin. les pneus crisser. Là. Je parle fort à cause de ça. Je fais juste entendre les pneus crisser non-stop. Chicago Box. C'est beau, c'est fait. Ça, ici, c'est une échelle. Le fameux corkscrew de Montmagny. Je ne sais pas pour les autres, mais dans mon cas, ça lag vraiment. Oui, ça lag un peu. En fait, c'est une bonne raison pour venir samedi. Tu vas pouvoir le vivre en vrai, autant en tant que passager que pilote. Bon, ben voilà. Ben, désolé si ça laguait, ça se peut, oui. Merci, Zoom. Oui, mais Anthony, tu avais fait un beau vidéo promotionnel qui est sur le site du Club Delta où il y a quand même des petits extraits de parcours. C'est vrai, ça. Oui, Delphine. J'ai cru voir aussi dans le vidéo, en fait, là, c'est une façon de placer les comptes que j'avais pas trop compris. En gros, j'avais l'impression qu'il y avait une porte, mais il y avait un compte qui pointait en dehors de la porte. Ou Anto a fait un hors-parcours, ça se peut aussi. C'est peut-être moi qui ai juste mal vu ou peut-être qu'il a fait un hors-parcours, je ne sais pas. Mais c'est la question que je me posais là-dessus. En fait, si tu as un cône en ligne droite, debout, puis tu as un autre cône à côté qui est couché puis qui pointe vers là, ça veut dire qu'il faut que tu passes ici. Oui, donc, mais le cône était dans l'autre sens. Ça se peut qu'il ait fait un hors-parcours, là.
Ça, c'est. Je faisais juste demander comme ça, Est-ce savoir. que c'était dans. Je le réécoute, c'était-tu dans le début, dans la fin? C'était. OK. Moi, je suis familière quand même avec la piste de Montmagny, là. Fait que, en gros, là, tu startes, puis là, après ça, tu arrives à l'espèce de gros U, là. Ça fait quasiment un U dans le milieu environ de la partie qui n'est pas l'ovale, là. Fait que, C'est ce qu'on appelle le routier. Fait que probablement dans le haut du routier en tout. après le gros virage dans le routier. Juste après ça. Dans le fond, je pense savoir ce que tu as vu. C'est que des fois, à l'extérieur du pointeur, on va mettre des cônes pour barrer la voie. OK. Il faut vraiment que tu te fies au pointeur. Puis ça va être vraiment clair quand tu vas marcher le tracé où est-ce qu'il faut que tu passes. Parfait. Parce que justement, la porte ne sera pas assez large pour que tu passes avec ta voiture. Des fois, sur la vidéo, tu penses que ça passerait. Mais que tu marches le parcours, ça ne passera pas. Ah ouais, probablement que ça devait être ça alors. Là, on vient de passer à côté d'un mur. Là, on voit qu'on a un cône pointé. Ouais. Un autre cône pointé. Là, on a un mur qui nous fait tourner à gauche. Ça, ici, techniquement, c'est une porte au fond. Là. C'est genre, on a une porte pointée ici avec le pointeur. Quand on monte ici, au fond, ça, c'est comme un wannabe corridor. Là. C'est un corridor au fond que j'ai un pointeur à droite, j'ai un pointeur à droite, j'ai un pointeur à gauche, j'ai un pointeur à gauche. Fait qu'au fond. L'autre droite puis l'autre gauche. Ouais. Ben, en fait, ouais. Qui pointe vers la gauche. Ici, on a un simili-corridor, un autre simili-corridor. Une porte. Là, ici, c'était juste ça ici. C'est exactement ça que j'ai cru voir qu'il y avait juste deux cônes, mais il y en avait un autre. Ouais, c'est ça. Puis ça, au fond, au final, c'est un mur. Il n'y aurait pas tant d'espace pour passer une voiture entre les deux. Ça passerait, mais vraiment plus. Ce qu'on fit, c'est le pointeur, au fond, qui vient pointer vers la droite. Fait que porte plus pointeur ensuite pour passer à droite. OK, parfait. Mais très, très bien observé. Pour de vrai, excellente question. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ferme la session? On vous rappelle l'école pratique qui a lieu ce samedi. On est sur la piste avec les voitures. Vous devez être inscrit via notre site web. Avant minuit. Avant minuit ce soir. Si jamais vous avez de la difficulté, écrivez-nous sur Facebook ou sur notre adresse courriel. On va répondre à vos questions puis vous supporter. René, tu voulais avoir une couple de minutes, si je ne me trompe pas? Oui, quelques secondes, quelques minutes. Non, ce ne sera pas long. On va vous demander, quand vous allez vous présenter à l'école samedi matin, si possible, de mettre vos numéros sur vos autos le plus rapidement possible pour qu'on puisse vous retrouver puis vous identifier. Je ne vous cacherai pas que je ne vous connais pas toutes personnellement. J'en connais plusieurs, mais je ne vous connais pas toutes personnellement. Puis, un BRZ bleu ou un Miata bleu, il y en a plusieurs. Fait que ce n'est pas assez pour moi pour retrouver la personne. L'autre chose, pour ceux qui pourraient avoir des casques ECE, certifiés ECE 22.05, s'il vous plaît, prenez quelques minutes d'ici samedi matin pour trouver l'étiquette dans le casque sur laquelle la date est écrite. L'étiquette est vraiment petite, elle est souvent noire, écrit en gris, en très petit, ça prend quasiment une loupe. Quand je suis obligé de la chercher le samedi matin, je perds un temps incroyable, puis au bout de la ligne, c'est tout le monde qui perd du temps avec ça. Fait que si vous savez où est-ce qu'elle est, que vous êtes capable de me la montrer rapidement, tout le monde sauve du temps, puis on procède pour le reste de la journée plus rapidement. C'est pas mal ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Pour répondre à la question de Michel, la meilleure place dans la région de Québec pour trouver un casque, probablement ADM Sport. Si vous arrivez là et vous dites j'ai besoin d'un casque certifié SNEL, ils vont savoir directement les 3, 4, 5 modèles qui ont en stock qui supportent cette norme-là. Moi, c'est là que j'ai acheté les 2 derniers casques. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a bien des places Péri-Auto à Laval en ont. Une couple de places qui en ont, là, mais la certification SNEL est importante pour nous. D'autres questions? Ça a été un peu plus long que prévu, on s'en excuse, mais il y a eu des questions hyper pertinentes. Encore une fois, si vous avez des problèmes à vous inscrire, contactez-nous. Oui, il y a quelqu'un qui parle de MS Gear. MS Gear est un bel endroit pour acheter un casque aussi. La seule affaire, c'est que c'est dans la région de Montréal. C'est un peu tannant si on veut l'essayer. Mais bon, c'est un bel endroit aussi. Si vous avez des questions, contactez-nous. Autrement, je vous laisse aller. Merci d'avoir été là. Puis à samedi. Let's go. On reste en ligne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut, merci. Salut. Bye bye. Bye.
J'ai hâte de savoir c'est qui a la voiture la plus haute des nouveaux. C'est pas important, tôt. C'est le plaisir Oui, qui est c'est cool. important. Ouais, mais moi, je veux voir, là. Mais il y a tantôt quelqu'un a parlé de volant à droite, là. J'étais comme nice. J'ai un Camaro Ben, LT 2000. nice. Oh, quelqu'un pour la catégorie cam, let's go. Quelqu'un qui va aller challenger Daryl va se faire chauffer les fesses. Ah, let's go. J'aime ça. Qui va avoir le plus beau char qui va avoir le char le plus haut des nouveaux? Ben, qui va avoir le char le plus haut? Le nouveau char le plus haut aussi, parce qu'on a un Corolla GR qui se pose apparaître. Ouais, ça serait fou.